Bienvenue dans cet épisode d'Entre nous dans lequel j'ai interviewé Marc Schlumberger. Il est marchand de biens depuis près de 10 ans et il a réalisé entre 70 et 80 opérations dans sa carrière. Et à tout juste 40 ans, il a décidé de quitter un emploi très convoité dans le secteur de l'automobile pour se consacrer à plein temps à l'entrepreneuriat et à l'immobilier. On a eu un échange très instructif et inspirant sur son parcours, l'immobilier bien sûr, mais aussi sur les relations humaines en général. Donc je vous conseille de regarder tout ça très attentivement. On y va. Ça restera entre nous. Salut Marc, bienvenue. Merci d'être là avec moi dans cet épisode d'Entre nous. Déjà pour commencer, je voulais savoir comment tu vas. Salut Nico, je vais très très bien. Je te remercie de me recevoir dans ton podcast. Eh ben écoute, ça avec grand plaisir. Moi, j'ai plein de choses à te demander et je suis sûr que tu as plein de choses à m'apprendre et c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui. Pour commencer, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ton parcours, de ce que tu as fait avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui et ce que tu fais maintenant? Avec grand plaisir. Écoute, j'ai 40 ans. Ouais, Il y a très peu de temps, j'ai eu mes 40 ans. Concernant mon parcours, j'ai un parcours académique qui est très standard, on va dire. C'est-à-dire que d'accord. bon, j'ai suivi une scolarité standard en passant par un bac S. Derrière, j'ai fait une prépa HEC Ok, avec des options pour les mathématiques. Et j'ai intégré une grande école, en l'occurrence l'EDEC, qui est basée à Lille. Et d'accord. à la suite de ça, j'ai intégré une multinationale automobile dans le secteur premium, BMW, Ok, pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans à différents postes. Alors il y a eu, j'ai fait un petit peu tous les postes qu'on peut imaginer dans l'industrie automobile. Et j'ai fait 10 ans chez BMW France. Et ensuite, j'ai pris la décision de quitter BMW France pour rejoindre le groupe Jaguar Land Rover. d'accord. Je suis resté entre 7 et 8 ans chez Jaguar Land Rover. Et très récemment, puisque c'était il y a 2 mois, j'ai pris la décision de quitter le monde du salariat pour pleinement me consacrer à mes entreprises. Voilà. Très bien. Bah écoute, on va reparler de ça un petit peu plus tard. Je sais aussi que du coup, tu as eu un passé de sportif. Qu'est-ce que Ouais. tu as fait à ce niveau-là? Ouais, le sport, c'est quelque chose qui m'a animé très jeune. J'étais vraiment passionné de sport en général. Hein. J'ai D'accord. touché à pas mal de sports. J'ai essayé le basketball, le judo, le badminton, le tennis. Et puis finalement, vers l'âge de 10 ans à peu près, je me suis pris de passion pour le tennis de table. D'accord. Donc j'ai commencé à m'entraîner assez dur, hein. Je jouais 15 heures, 15 à 20 heures par semaine. Ouais. J'ai intégré au bout de quelques années ce qu'on appelle un pôle France. Donc le pôle France, c'est l'équivalent de l'INSEP pour les sportifs de haut niveau, mais en dessous lorsque on est plus jeune. Ok. J'ai intégré le pôle France de Caen, ce qui m'a permis de vivre aussi pas mal de belles expériences, puisque dans ce pôle France de Caen, on était réunis avec beaucoup d'autres sports, notamment du football. Donc j'ai été amené à être dans la même classe de footballeurs qui étaient assez connus, Jérôme Roten par exemple. Enfin, j'ai D'accord. 40 ans, donc c'est des Ouais, gens non, mais je qui ont une connais, carrière je derrière connais. eux. Ça va, Voilà. je me rapproche à peu près de ton âge. J'ai quelques années de moins, mais on n'est pas très loin, t'inquiète pas. Voilà, donc c'était une expérience à Caen qui a été très intéressante, très enrichissante sur plusieurs points. Le premier point, je dirais, c'était de sortir un petit peu de sa zone de confort, puisque bah, je suis parti à Caen, j'entrais en seconde, voilà. Ouais. Je suis parti tout seul là-bas, hein, j'étais interne là-bas. C'était une vie qui était assez rude, qui était voulue, c'était volontaire hein, de la part des entraîneurs et dans le pôle France. Quand je dis assez rude, c'est qu'on se levait tous les matins à 5h30, qu'avant d'aller à l'école, on courait minimum 1 heure, que le matin, je me souviens très bien, on avait comme seul petit déjeuner un yaourt nature devant notre porte. Enfin, c'était vraiment, tout était mis on était mis en condition pour être axé uniquement performance. C'est-à-dire que tu ne pensais qu'à la performance. Tu t'entraînais dur, tu te couchais tous les jours à 21 heures, c'était simple, tu pouvais que te coucher puisque de toute façon, il y avait coupure générale d'électricité à 21 heures. Donc ça fait un D'accord. peu Ouais, c'était spartiate, hein, quasi expliqué militaire, comme quoi. ça. Ouais. Ouais, on peut se dire que c'était ouais, un peu comme un service militaire, mais bordé d'une passion, hein, puisque là, je joue au tennis Évidemment. de table à plein temps. Et ça m'a amené également bon, à rencontrer énormément de personnes. Ça, c'était très enrichissant.
beaucoup de gens d'autres sports, hein. Donc j'ai cité le football, mais il y a eu des judokas très performants également, des gens qui faisaient de l'athlé, donc on était tous dans la même classe, hein. On D'accord. suivait ce cursus sportif de haut niveau. Et ça m'a amené également à prendre la première grosse décision difficile de ma vie, à savoir, après 2 ans de Pôle France, il a fallu faire un choix. À la fin de la première, c'est de se dire, soit je continue dans la filière sportive de haut niveau et donc je passerai un bac sportif de haut niveau, qui est un bac qui est un petit peu entre guillemets dévalorisé lorsque tu souhaites faire des études supérieures, puisque D'accord. faut pas se mentir, c'est un petit peu adapté aussi au rythme de vie qu'on a. Donc ça, j'en étais pleinement conscient. Il a fallu que je fasse le choix de soit me dire que j'avais une carrière potentielle de pongiste professionnel, Ouais. que je désirais être pongiste professionnel, que D'accord. j'assumais ça, et que je mettais un petit peu les études de côté. Euh, Première grosse décision, je dirais, première grosse décision et première grosse introspection à ce moment-là, Ouais. parce que tu te poses diverses questions. Bon, le monde du tennis de table, tu peux en vivre, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a quand même pas mal d'argent pour, tu vois, par exemple, moi, à l'âge de 15-16 ans, je gagnais environ 1 500 € par mois quand même au tennis de Ah, table. d'accord. Ah, j'aurais pas Ce qui était pas imaginé, tu neutre, vois. hein. Ouais, ouais, bien Voilà. sûr. Ouais. Surtout à cet Ce qui était âge-là. pas neutre. Euh, et tu te poses la question, enfin moi en tout cas, la question que je me suis posée, c'est de me dire, bon, est-ce que tu as envie de jouer au tennis de table toute ta vie et d'être entraîneur après, parce que les débouchés après, c'est assez limité, c'est comme Évidemment. tout Ouais. sportif de haut niveau. Deux, est-ce que tu es à même d'être pongiste professionnel? C'est-à-dire, est-ce que tu es à même d'être en équipe de France? Parce que si t'es pas en équipe de France, je veux dire, ça vaut pas la peine. Tu vas vivoter, ça vaut pas la peine. Et le constat que j'ai fait, c'est que je pense que j'étais un des plus courageux à l'entraînement, Ouais. mais loin d'être un des plus doués. Un des plus Ça a été mon talentueux. constat. Ouais. Voilà. Et je voyais beaucoup de gens qui gravitaient autour dans ce monde-là, qui étaient moins sérieux peut-être, mais beaucoup plus talentueux. Et le cheminement que j'ai fait, c'était de me dire, la difficulté, c'est que s'ils se mettent un jour à être sérieux, l'écart va se creuser. Il faut Ouais. être Je objectif, comprends. l'écart va se creuser. Donc c'était être honnête sur soi, sur le niveau de ses performances et sur aussi ce qu'on a entre les mains, quoi, hein. Et ça, tu peux pas le changer. Je veux dire, à Non, un non, le moment, talent inné, c'est vrai que c'est quelque chose, tu peux travailler pour t'améliorer évidemment, mais des gens qui partent avec un talent un peu plus important, si c'est vrai que s'ils travaillent autant que toi, tu pourras jamais les rattraper. Après, il y a un dicton qui dit le travail surpasse toujours le talent. Si, ouais, si on travaille fort, on peut toujours tout à être fait. meilleur que ces gens-là, et c'est ce que tu nous expliquais. Mais du coup, tu as dû garder quand même de cette époque, avec la rigueur et avec l'intensité que tu devais mettre dans tes entraînements, tu as dû garder quand même ce goût de l'effort, ce goût du travail bien fait, et puis l'envie de toujours t'améliorer, j'imagine. Ouais, et puis quand ça arrive aussi jeune, si tu veux, ça te marque énormément pour le futur, hein. Ça c'est clair. T'as l'ego qui joue beaucoup parce que à l'époque, tu faisais rentrer 20 personnes par an et au bout d'un mois, on n'était plus que 8 parce que les gens abandonnaient. D'accord. Ouais, Ils se disaient, d'accord. attends, je vais pas me lever à 5h30 du mat, aller courir. Enfin, je dirais le planning quotidien, il était vraiment démentiel, quoi. Tu courais pour aller à l'école, tu avais 20 minutes de course pour aller à l'école, mais avant, tu t'étais levé à 5h30, tu avais déjà couru 1 heure, et tu revenais entre midi et 2 pour t'entraîner, tu repartais à l'école, ensuite tu revenais le soir, tu t'entraînais, tu mangeais très tôt, tu refaisais un deuxième entraînement, et tu allais te coucher. Il n'y avait pas de place au loisir. Moi, j'ai jamais regardé, par exemple, la télé pendant ces années-là. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie, quasiment. D'accord. Et Ouais, ça, c'est marquant, hein. J'étais en plus, moi, dans on va dire une génération où les jeux vidéo, c'était très important. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. euh, et j'étais focus. Et ça m'a appris à être focus. Ça m'a appris à mieux me connaître aussi, à faire la part des choses sur ce que j'aime pas, ce dont je suis capable, ce dont je suis pas capable. Et je dirais que le sport de haut niveau, ça t'apprend à être honnête avec toi-même, hein. Il y a, il y a pas plus, on va dire, cruel parfois que le sport de haut niveau. bien sûr. C'est-à-dire Ouais. Je vois ce que tu veux tu dire. payes tout à un moment quand tu es Je vois ce que sportif. tu veux dire, ouais. Tu payes Ouais, tout ouais, à un moment. toutes tes actions. Et est-ce que le fait justement d'avoir eu cette jeunesse-là, il y a des moments où tu t'es senti en décalage peut-être avec tes amis quand tu rentrais chez toi, ou est-ce que tu l'as toujours bien vécu? Est-ce que ça s'est fait naturellement pour toi?
Ah, je t'avoue que tes amis, quand tu rentres chez toi, en fait, t'en as pas, hein. Les Ouais, amis que tu as, d'accord. c'est les amis dans le sport. Ok. Parce que tu traverses aussi pas mal de moments qui sont compliqués avec eux, pas mal de beaux moments aussi. À part le sport, j'avais très peu d'amis Ouais, à cette époque-là. Mais ce que le sport m'a permis aussi de changer. Avant de partir en sport-études, j'étais un garçon très difficile. C'est-à-dire ok. que pour mes parents, j'étais vraiment un enfant difficile à, on va dire, à manager. D'accord. C'était compliqué. J'avais des facilités scolaires. J'avais, je pense, le melon d'avoir des facilités scolaires aussi, Ouais. clairement. J'étais parfois méprisant, donc je comprenais pas que les gens puissent pas comprendre aussi rapidement. Donc j'étais vraiment un emmerdeur, je cherchais la bagarre beaucoup. Enfin bon, et j'avais besoin d'être calmé à cette époque-là. Et le sport-études vraiment m'a complètement changé de voie, hein. J'ai eu beaucoup de problèmes comportementaux quand j'étais à l'école primaire, au collège. C'était pas simple pour mes parents à gérer. Et vraiment, ça a été un changement total. Cette période-là, ça m'a réorienté, on va dire, mais D'accord. Peut-être dans le la fait bonne direction. d'être mélangé avec des gens qui sont du coup meilleurs que toi dans une discipline, ça t'a fait un petit peu, ça t'a pris un petit coup à l'ego. Tu t'es dit, bon, bah, peut-être qu'il va falloir que je me calme et que je travaille un petit peu sur moi-même et ça t'a fait avancer. Bah écoute, super. En tout cas, Exactement. pour se passer de sportif, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce genre d'expérience si jeune. Et du coup, donc après, toi, tu décides d'arrêter le Ouais. sport-études et de repartir en Mhm. filière générale, de faire un bac scientifique. Donc déjà, Exactement. tu étais déjà à l'aise avec les chiffres à l'époque. J'imagine que ça t'aide encore aujourd'hui pour tes calculs de rentabilité et tes calculs de plus-value. Mais, et du coup, donc après ton bac S, tu nous as dit que tu pars faire une Ouais, prépa et tu pars une prépa HEC, c'est ça? C'est ça que tu c'est nous as ça. dit? Ouais, Ok. ouais, Et ouais. après, tu pars donc dans une école de commerce cotée, Mhm. une des top écoles de commerce françaises. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de cette période? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes pour qui c'est un objectif de faire une grande école de commerce, de faire une grande école dans n'importe quel domaine? Et est-ce que tu leur conseillerais de poursuivre ce rêve-là et cette ambition-là? Bah, écoute, pour être totalement transparent avec toi, moi j'ai fait une école de commerce par pur hasard. D'accord. C'est-à-dire que je, je savais que j'avais des capacités scolaires, des facilités, que ce serait dommage de les gâcher. Donc ça, j'en avais Ouais, conscience, hein, en ouais. rentrant. C'est pour ça que j'ai pris la décision de rentrer et de passer mon bac dans la filière générale. Euh, Postuler à une prépa HEC, parce qu'en fait, tu postules en prépa HEC, hein. C'est-à-dire que suivant ton dossier, tu vas être reçu ou non par différentes prépas. Mhm. Euh, et ça, je dois dire, j'avais aucune idée de ce sur quoi ça débouchait. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu faire une prépa scientifique. Ouais, Je savais pas. C'est la chance que j'ai eue, c'est que j- j'ai j'ai des parents extraordinaires. ok, Objectivement, quand je regarde, tu vois, bon, on aime tous ses parents, c'est logique. bien sûr. Mais moi, quand je prends mes parents et que je regarde objectivement le rôle qu'ils ont joué dans mon développement, ils ont été extraordinaires. Par exemple, lorsque je me suis posé la question de arrêter le sport-études ou pas, je pense que beaucoup de parents se seraient dit, non mais attends, bien sûr qu'il faut arrêter, tu vas pas être joueur de ping-pong et rien gagner dans ta vie alors que tu as des facilités. Moi, jamais mes parents m'ont tenu ce discours, jamais, Ouais, ils jamais. pensaient Ils m'ont à toi laissé, ils- d'abord sans à ce voilà, que tu ils m'ont voulais la- faire et pas à leur idée de ce que tu devais faire, tout à fait. à ce moment-là Et en je tout cas. pense, avec le recul, je pense même qu'ils se sont dit que j'aurais le cheminement pour prendre la bonne décision. D'accord. Je pense Que qu'ils tu avaient assez étais, confiance en moi pour se dire, il est assez mature sur ça pour prendre la bonne décision. je pense que Donc, c'est une chance d'avoir des parents compréhensifs et qui savent t'accompagner au mieux. Évidemment, tu pars avec beaucoup plus bah, de chances que quelqu'un qui a une situation familiale plus compliquée. Mais c'est bien de le dire et c'est bien que tu le saches aujourd'hui et que tu puisses l'expliquer comme ça. C'est bien. alors ça c'est indéniable. Et je dirais, lorsque j'étais en terminale, donc bon, tu regardes ton dossier, j'avais un bon dossier, j'ai été accepté dans quasiment toutes les prépas, les meilleures prépas parisiennes. Et en fait, j'ai fait le choix de pas aller dans une prépa parisienne parce que je m'y retrouvais pas du tout. Moi, je vis en banlieue de Paris. D'accord. J'étais plutôt
À l'époque, c'était la mode des jogging Lacoste qu'on mettait dans les chaussettes avec des grosses doudounes. Donc, ça collait pas trop quand je suis arrivé dans les prépas parisiennes. Ouais, Et donc, j'ai fait une prépa à Versailles en interne. Donc, j'étais ok, en internat. ok. Et ce choix-là, c'est à nouveau globalement, moi, je disais à mes parents, moi, je sais pas ce que je veux faire dans la vie après. J'ai aucune idée, j'avais aucune idée, j'avais pas de passion particulière si ce n'est pour le sport. Mhm. Et mes parents, eux, m'ont juste scanné en fait le champ des possibles et m'ont dit, bah, écoute, euh, le plus général, c'était de faire une prépa HEC. C'est-à-dire que si tu allais par exemple dans une prépa agro, bon bah tu étais sur quelque chose, une prépa littéraire, c'était assez cadré aussi, une prépa scientifique, ok, tu t'allais terminer ingénieur. Une prépa HEC option maths, c'est un peu le truc où tu peux un peu à la sortie te débrouiller pour faire Ouais, pas mal de choses. Et une école de commerce derrière, c'est pareil. Bon, suivant la spécialisation que tu choisiras, tu pourras retomber sur tes pattes. Moi, j'avais pas de vocation particulière, hein. J'étais là, je me suis dit, bon, bah, ouais. allez, je vais avancer. Et puis, j'essayais juste une chose, c'était toujours cette recherche de performance. Je me disais, bon, allez, si tu fais quelque chose, essaie d'être performant. Sinon, fais pas. Ça, je me suis toujours dit ça. D'accord, Je me tu suis avais toujours dit l'esprit de la ça. gagne. Ouais, il fallait Voilà. y aller, quoi. Ok. Et c'est Mais pour ça il y a d'ailleurs que beaucoup de. Vas-y, je t'écoute. et c'est pour ça, pardon, lorsque j'ai arrêté le sport-études, la compétition sportive au tennis de table, j'ai pas continué vraiment parce qu'en fait, je savais que je me donnais pas les moyens d'être aussi performant que je pouvais l'être. Et donc, D'accord. ça générait une frustration qui était énorme quand je me retrouvais en compétition, que d'une part, je jouais plus du tout au même niveau qu'avant, ce qui est tout à fait normal, mais que d'autre part, je savais pourquoi j'étais pas à ce niveau-là. Ouais, Parce je que je me comprends, donnais ouais. pas les moyens. Donc, Ouais, ouais. donc c'était très frustrant vraiment, ça, c'est un leitmotiv que j'ai toujours aujourd'hui. Si je fais quelque chose, j'essaie de bien le faire. Sinon, je le fais pas. Ouais, je comprends, Sinon, je je le fais comprends. pas. Ouais, ouais. Ça sert à rien de faire les choses à la va-vite pour dire de les avoir fait, c'est pas ton tempérament. Tout ce que tu fais, tu veux que ce Exactement. soit fait le mieux possible, en tout cas, du mieux que toi, tu es capable de le faire. Voilà. Bah écoute, super. Et pour en revenir du coup à cette école et à ce diplôme, donc Ouais, après, tu es parti dans une école, c'est des écoles qui coûtent assez cher, hein, ces très écoles-là. cher. Ouais, ouais. Et je voulais savoir ce que tu pensais du niveau d'apprentissage par rapport au prix qui est demandé dans Mhm. ces écoles-là. Le niveau d'apprentissage, très sincèrement aussi, ça va dépendre de ce que toi tu en fais, hein. C'est-à-dire Ouais, que l'école, elle va te permettre d'apprendre énormément de choses, beaucoup de ch- peu de choses pratiques, beaucoup de de théorie. théorie, Ça, ouais. faut se le dire, hein. Ouais. C'est très théorique. Mhm. Sauf la dernière année, où la dernière année, tu choisis une spécialisation. Moi, en Ok, l'occurrence, j'avais pris une spécialisation marketing des industries du luxe. Et d'accord. là, c'est de l'immersion, beaucoup de cas concrets avec des entreprises. Là, ça devient vraiment concret, hein. Donc moi, j'ai trouvé que la troisième année était passionnante. Les 2 premières années, j'étais un fantôme, quoi. J'allais quasiment pas en cours. Ce qui est d'ailleurs ce qui est terrible pour mes parents, parce que tu payes en partie, donc tu t'es endetté, toi, tes parents, pour payer une école de commerce, et tu honores même pas de ta présence l'école Ouais, de ouais, ouais, commerce. ça doit être compliqué à Et je veux dire, accepter ça, pour eux, ouais. c'est pas un épiphénomène, hein. Il y a beaucoup de gens, ça se passe comme ça, hein. Donc, D'accord, si je reviens à d'accord. ta question, si tu me dis, est-ce que vraiment l'école de commerce, on va dire, m'a apporté sur le plan professionnel beaucoup? Non, Ouais, non. Ce d'accord. qu'elle m'a apporté en revanche, c'est gagner d'un point de vue relationnel, comprendre aussi les relations humaines, parce que tu vis dans un microcosme, hein, Ouais, et comprendre que les relations humaines sont un petit peu au centre de tout. Et ça, je dois dire, en tout cas, l'école que moi j'ai faite était très axée sur l'humain. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de proximité avec les professeurs. Il y avait une excellente ambiance. Et ça, si tu te poses des questions, en fait, ça part toujours de là. C'est-à-dire que si tu regardes que ton nombril, il se passe pas grand-chose d'une manière bien générale. sûr, bien sûr. Il faut que Si tu tu essaies de t'ouvres, ouais. comprendre l'écosystème dans lequel tu évolues, c'est vrai pour tout. Là, tu comprends un petit peu mieux. Si tu essaies de comprendre un petit peu les relations humaines, les réactions des gens, pourquoi ils agissent comme ça dans telle situation, et que tu commences à te poser ces questions-là, oui, l'école de commerce t'apporte pas mal de choses, parce que tu es challengé sur différents aspects, tu fais tes premiers pas, on va dire, tu touches un petit peu du doigt la vie professionnelle, en tout cas,
tu commences à comprendre parce que tu as aussi des immersions, tu fais ce qu'on appelle des césures. Donc moi j'ai fait une césure d'un an par exemple, où j'ai coupé le cursus, j'ai travaillé pendant un an. D'accord. Tu comprends ce que représente le monde du travail. À l'époque, moi j'avais fait deux. Alors le premier stage que j'avais fait, c'était 4 mois. Je voulais absolument, j'avais la passion toujours du sport et je voulais bosser chez Decathlon. Demande pas pourquoi, c'était un Ok. truc. Bosser chez Decathlon, je me disais, ah ça doit être top. Ouais. C'est comme faire du sport toute la journée, etc. Et j'ai beaucoup appris parce que c'était du retail pur. Donc j'étais Ouais. vendeur, hein. J'étais Ouais. Ouais. responsable de mon petit rayon sport de raquettes. D'accord. J'adorais ça. C'était vraiment très intéressant et tu comprends un petit peu aussi pas mal de choses autour. À nouveau, si tu te poses des questions, tu essaies plus loin, au-delà de vendre, tu vas comprendre comment tu fais un réassortiment de produits, comment fonctionne la logistique derrière, comment fonctionnent les systèmes d'information, où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on perd de l'argent. Tu vois, par exemple, moi je me souvenais, j'avais un patron qui était très axé volume. D'accord. Et, et on a eu des discussions. Moi, j'étais plus axé Rentabilité. rentabilité. Donc, je me disais, Ouais. quand tu vends une table de ping-pong, lui, il me disait, mais tu regardes, tu vends la Cornio, je ne sais plus combien, tu la vends à 300 balles, les gens, ils te l'achètent comme des petits pains. Mais je lui disais, oui, mais si je vends la Cornio à 1 500 euros, c'est comme si je vendais trois Cornio à 300 balles. Et encore, je vais parler que de chiffre d'affaires, alors que la rentabilité, la profitabilité, elle était totalement différente sur la Ouais. 1500. Ouais. Bien sûr. Tu Bien gagnais sûr. rien sur les 300 euros forcément. Ouais. Ouais. Et, et c'est les premiers pas aussi où tu commences à te poser des questions. Une chose que ça m'a appris, c'est que j'adorais faire du business. Ok. Alors Et puis je ça, pense qu'au niveau contact humain, étant donné que tu étais vendeur, que tu étais en rayon aussi, au niveau de la vente, tu as dû apprendre beaucoup au niveau de la psychologie de vente et ouais. ces choses-là, ouais. Et Et du coup, c'était ça, c'est un job qui t'a plu, ouais. premier pas top. Ouais, premier pas top. Et ensuite, j'ai fait une césure d'un an. Là, un an en immersion chez BMW. D'accord. Donc j'avais dans un département marketing à l'après-vente. Donc c'était assez particulier. Euh, et ça a été génial. Sur le plan humain, ça a été extraordinaire. Ok. J'ai rencontré des gens dans le milieu professionnel et je dois dire ça, j'ai eu une chance dans toute ma vie professionnelle, dans toute ma carrière. Ça, j'ai passé 20 ans en tant que salarié. J'ai eu des Ouais. gens bienveillants autour de moi, d'une manière générale, dans les 95% des cas. J'ai eu des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc j'ai systématiquement eu des patrons qui étaient de bons patrons, je trouve. Hein. Bon, Ok. tout le monde a ses travers, hein, je dis pas, Bien sûr, bien je suis sûr. pas non plus, mais j'ai toujours appris de mes patrons. Ça m'est arrivé qu'une fois de pas être en phase avec un patron et je suis parti de la boîte. C'est au moment où D'accord. je suis parti de chez Après, c'est BMW, peut-être voilà. quelque chose que toi, tu inspires aux gens, la bienveillance. Quand on sent de la bienveillance envers nous, ça nous donne envie d'être aussi bienveillant à notre tour. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu inspires aux autres sans t'en rendre compte. Et c'est peut-être pour ça, tu dis c'est une chance, mais c'est peut-être quelque chose que tu provoques aussi inconsciemment. Ça, on le sait pas. On sait pas. Et je En voulais tout savoir cas, si... moi je trouve que Dis-moi, j'ai je eu du t'écoute. bol. Bon, eh ben, écoute, Donc, tant mieux. De toute façon, il en faut, hein, j'ai eu il en cette faut chance-là. un peu de chance dans la vie. Exactement, Ça fait de mal à personne. exactement. Et est-ce que, pour terminer sur cette école, est-ce que tu gardes, est-ce qu'une des plus grosses plus-values de ce genre d'école, c'est pas le réseau qu'on arrive à se constituer, pardon. Est-ce que tu gardes des relations de cette époque-là et des relations qui te servent aujourd'hui? Bah, écoute, le réseau, moi je l'ai beaucoup plus créé en prépa HEC qu'en école. D'accord, C'est-à-dire que d'accord. ouais, des gens qui n'ont pas forcément fait du tout la même école que moi, hein. Mhm. Parce que j'ai une expérience assez particulière lorsque j'ai passé les concours, c'est que c'est chose rarissime. J'ai eu un plagiat en philo, donc Ok, j'ai été noté plagiat en philo. zéro, Je vais quand même expliquer. J'ai eu deux, mais qui est une deux, note éliminatoire et c'était l'épreuve de ah, philo comptait pour le SCP, HEC et les SEC, et donc j'étais éliminé d'office. de partout, D'office. d'accord. Ouais. Et c'était très particulier parce que, enfin, moi, je comprends toujours pas d'ailleurs, hein, ça. Je, Ouais, je comprends pas. Mais bon, je laisserai chacun juger. Mais la situation était la suivante, c'est que l'année de ton concours, tu as en philosophie un thème que tu vas travailler toute l'année. Moi, c'était la représentation. d'accord. Donc, ce thème-là, tu vas le travailler notamment au travers de tes lectures, avec ton prof de philo, etc., etc. Enfin, voilà. Il se trouve que peut-être 2, 3 semaines avant le concours, je lis un livre qui s'appelle L'Irreprésentable. D'accord. Et le sujet qui tombe à HEC, c'est l'irreprésentable. Encore un peu de chance là, hein. Moi, je me dis quoi? Je sors le sujet, le livre, il est tout frais.
j'ai encore toutes les problématiques en tête. Bon, bah forcément, je m'inspire du livre. Enfin, je veux dire, euh, les concours, on ne te demande pas de t'improviser philosophe, hein. Bien sûr, bien C'est, sûr. on te demande d'avoir emmagasiné assez de connaissances et de savoir les utiliser à bon escient. C'est comme ça que moi je Et perçois de un les concours. expliquer correctement, ouais, bien sûr. Voilà. Et on a été quatre malheureux à avoir lu ce livre dans la classe, et les quatre, on a eu un plagiat. D'accord. Et tu as Non quand même réussi à négociable, t'en sortir. on a fait appel, mais refus. Hein, donc on n'a Ok, pas été. Et on nous a dit clairement, en fait, bon, bah, soit vous cubez, ce qu'on appelle cuber, c'est vous refaites une année, et vous ouais, aurez HEC, il n'y a pas de problème. Soit bah, vous prenez l'école que vous avez. Donc bah, moi, les trois premières, de toute façon, c'était la même épreuve de philo, donc je ne pouvais pas les avoir. ouais. Et moi, je me suis dit que j'allais aller là où on m'acceptait, que ça m'irait bien. Et pour le coup, là, mon ego de pas faire HEC, alors que, entre guillemets, je pense qu'objectivement, je méritais. J'étais dans une classe, on était 50, 45 personnes sont à l'HEC. On avait bossé très dur pour ça. Et même s'il m'avait mis 5 5, si j'avais ne serait-ce que 4 ou 5 en philosophie, j'étais admissible à HEC. D'accord, Donc d'accord. ça a Donc il y a été, un petit coup dur, ouais, dans ta scolarité. ouais, ouais, bon après j'ai vite oublié ça. Ça Oui, n'a ouais. Après, absolument après joué c'est des choses aucun qu'on rôle dans ma regrette carrière pas. professionnelle. C'est Non, ça. Après, on avance et c'est des choses qu'on oublie et exactement. qui nous servent plus qu'elles nous desservent finalement. Et du coup, Tout à donc fait. maintenant, on passe à ton parcours professionnel. Donc, tu travailles chez BMW et Oui. de fil en aiguille, donc tu passes 10 ans là-bas, tu nous as dit, d'abord au service Mhm. après-vente, après tu as changé un petit peu de domaine ou tu as continué. Marketing, vente, ouais, Et donc après, tu changes, tu pars chez Jaguar Land Rover, le groupe. Si je dis pas ouais. de bêtises, à la fin de ta carrière, tu deviens directeur commercial France, c'est bien ça? Alors, non, non, j'étais au comité de direction à la fin de ma carrière, hein, donc j'étais D'accord. en charge du réseau et de la stratégie Ok. pour, Donc euh, pour la tu as une filiale en place, France. t'as une place importante dans le groupe. Euh, Ouais, c'est en gros, on est 5 au comité de direction en France, tu as le ouais, voilà. président et puis voilà. Donc tu es un des top employés Jaguar Land Rover. Et donc ça date d'il y a quelques mois. Donc quand tu t'arrêtes, Mhm. avant ça, donc tu nous expliqueras comment tu as opéré ce changement de vie. Mais avant ça, dans cette période-là, toi, tu découvres l'immobilier. C'est bien ça? Ouais, tout à fait, Et tout c'est à ça fait. qui va amener ta future carrière. Comment est-ce que tu découvres l'immobilier et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as découvert ça? Voilà, comment t'as atterri dans ce monde-là? Euh, c'est un peu la conséquence aussi enfin c'est pas qu'un peu, c'est la conséquence d'un constat lorsque tu es salarié, que tu es jeune salarié, que tu es ambitieux, que tu as envie de réussir. Tu constates une chose, c'est que tu bosses énormément. D'accord? Honnêtement, je bossais, allez, je sais pas, 50 heures par semaine, D'accord. facilement 50, 60 heures par semaine. Et tu regardes un petit peu autour de toi, puis les gens bossent beaucoup aussi, tout le monde veut réussir, et tu comprends une chose, c'est que tu es dépendant de De ce cette charge de travail. travail et de ton travail. Et la dépendance, ça, c'est toujours quelque chose que j'ai fui. Être D'accord? dépendant de quoi que ce soit, pour moi, c'est jamais bon. Il y a deux choses que j'aime pas, c'est les excès et la dépendance. Et souvent, c'est un peu lié. Mhm. Et ça, j'ai fait ce constat-là assez rapidement, au bout de 2 ans, on va dire, de salariat. Et je voyais aussi des gens qui se rendaient malades au travail. Hein, on peut parler de burn-out, parfois il y a des choses encore plus graves, hein, qui arrivent malheureusement. Ouais, ouais, bien sûr. Et des gens qui vivent pour leur boulot et qui estiment que c'est normal. Et qui en viennent limite à s'oublier eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vivent pour ça, ils vivent pour la boîte. Et, et le jour où la boîte elle a plus besoin d'eux, la vie s'arrête, quoi. Ouais, La vie s'arrête. le sens de leur vie disparaît et ça leur fait un choc énorme. Ouais. Exactement. Et puis donc, tu avais ce côté-là qui m'ennuyait profondément. Je me dis, mais. Et pour autant, je continuais à bosser comme un taré. C'est D'accord, ça qui est paradoxal. C'est-à-dire il y avait quand même cette recherche de performance aussi, et donc je bossais. Hein, je d'accord. voulais pas m'arrêter, je voulais être performant. Et en parallèle de ça, tu regardes un petit peu ce que tu as tous les mois dans ta poche, et tu réalises que il va falloir un sacré bout de temps pour vraiment être à l'aise financièrement. Parce que
au début, quand tu débutes ta carrière et que tu gagnes 2000 euros, un peu plus de 2000 euros par mois, tu t'es déjà endetté quand même pas mal hein, pour ton école de commerce au Oui, passage, bien hein, sûr, bien faut pas sûr. l'oublier ça. Et bah, quand on est là, j'avais cette dualité. Je me disais, mais non, mais moi je veux pas finir. Et je me souviens encore, je me dis, mais moi je veux pas finir comme les mecs au-dessus là, Complètement qui sont cramé. stressés, qui sont Ouais, ouais. cramés et qui surtout, ça aussi très tôt, tu le comprends quand tu regardes un petit peu tout ce qui se passe dans la boîte. Tu comprends que les gens, au final, assez naturellement, prennent pas des décisions pour l'intérêt de la boîte, mais des décisions dans leur propre intérêt. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a cette peur, et plus tu passes, plus tu montes en âge, plus tu as la notion de durée. C'est-à-dire que les gens, plus ils montent en grade, plus ils montent en âge, ils se disent, bon, à partir du moment où ils se disent, il faut que je dure. L'objectif, D'accord. ça va être de J'ai durer. pas le Donc, je choix, prends ouais. les décisions pour durer. Ouais, ouais. Et moi, je trouvais ça terrible parce que c'est complètement opposé avec la notion de performance que j'avais. Et je me suis toujours dit, si tu bosses pour quelqu'un ou avec quelqu'un ou pour toi, la notion de performance, elle est au centre de tout. Et je veux prendre les décisions non pas par rapport à mon petit confort ou quoi que ce soit d'autre, que cette recherche de performance. D'accord. D'accord. Et ça, quand tu réalises ça, mais à un moment, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour pas me retrouver dans cette situation à terme? J'avais pas des parents qui pouvaient m'aider financièrement. J'avais Mhm. pas d'autres membres de ma famille qui pouvaient m'aider financièrement. Donc, bah, je me suis dit comment créer de la valeur, comment La créer de la richesse, richesse ouais, un du petit peu, hein. patrimoine. Exactement. Et bon, l'immobilier, c'est un petit peu en tout cas dans la culture française, hein, Bien c'est sûr. très ancré. Mhm. Et puis là, me voilà en train d'aller dans tu vois, les petites baraques de promoteurs de promotion immobilière neufs. Ouais, ouais, ouais. Euh, Au et pied des donc, constructions, là, les petits algécos. exactement. Mhm. Et là, je commence à faire le tour de ça. Ok. Comme ça, je ne sais pas par où commencer. Je me dis, tiens, l'immobilier, bon, et ça fait partie aussi de l'immobilier neuf, bien sûr. Bien Et sûr. puis, je commence là. Et puis, finalement, je signe pour un appartement que je vais attendre 2 ans, puisque c'était de la Ouais, construction, hein, ouais, ouais. pour un appartement neuf Sur plan. que je vais attendre 2 ans, sur plan. Et je me dis, je comprends très vite une chose aussi, c'est qu'on a une chance incroyable en France. C'est l'effet de levier bancaire. Mhm. C'est-à-dire que tu peux jouer avec de l'argent que tu n'as pas, ce Ouais, qui est quand même assez extraordinaire. bien sûr. Et la dette, ça m'a jamais trop fait peur, tant que c'est de la bonne dette. Et je me suis dit, bah, tant qu'on va me prêter de l'argent, autant que j'investisse là-dedans, parce que finalement, je vais pas en sortir plus que ça. Et puis, je peux me créer un patrimoine. Donc, le même mois que le premier achat, je me dis, oh, bah, tiens, je vais quand même regarder sur le bon coin ce qu'il y a à vendre comme ça. Ouais. Et puis, je fais des visites, je me mets à faire des visites, puis je me mets à prendre du À plaisir à aimer, faire des visites. à aimer ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le plaisir commence à arriver. Je trouve ça passionnant parce que ça mêle l'immobilier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des histoires de vie qui Ouais. sont mêlées avec des choses beaucoup plus rationnelles. Donc, tu as de l'émotionnel et du rationnel. Et je trouvais la dualité très intéressante. Et chaque fois que j'allais en visite, je posais 1 milliard de questions. Je disais, mais tiens, et pourquoi ils vendent et qui vit là? Et depuis combien de temps ils ont l'appartement? Et combien ils l'ont acheté? Alors même, je pose des questions auxquelles personne ne voulait répondre, hein. Ouais, mais Quand je c'est des disais, questions qui mais peuvent d'ailleurs, être ils ont combien? Ils importantes ont acheté quand combien? on est acheteur. Ouais. Quand on est acheteur, c'est des questions qui peuvent nous faire gagner quelques dizaines de milliers d'euros après, quand on comprend certaines situations. Tout à fait. Donc très tôt, bon, moi je posais les questions, hein. Alors parfois tu te fais bâcher, Ouais, ouais. mais c'est pas grave. Oui, C'est pas oui, très grave. de toute manière, on s'en remet, hein. On s'en remet. Exactement. Donc je commence à me passionner, et si bien que une partie de mon temps libre, je le passe sur le Bon Coin et j'épluche les annonces, les annonces. Et à force d'éplucher, ben, tu commences à avoir une certaine expertise, hein, parce que moi je regardais que sur mon petit périmètre, donc je Ouais. voyais les mêmes annonces, je commençais à connaître par cœur les annonces, quoi. Tu Et à commences dire, à ah, c'est repérer tel. quand un prix est intéressant Tout à et ce fait. genre de choses. Ouais. Tout à fait. Assez naturellement, parce que le volume fait que quand tu passes 2 heures par jour et que tu fais ça pendant des mois et des mois, à un moment, tu Tu commences connais à t'y toutes les connaître un petit peu. annonces. Ouais, ouais, tu connais toutes les annonces par cœur. Tu les vois revenir, repartir à des nouveaux prix. Donc, quand tu vois une bonne affaire ou quelque chose d'intéressant, tu sais le repérer assez vite. Exactement, exactement. Et donc je mets le pied dedans. Ouais, J'achète un deuxième appartement quasiment immédiatement, hein, parce que la d'accord, banque accepte de me prêter. Alors d'accord. là, ma mère paniquait, hein, parce que
Tu viens L'emprunt, d'emprunter 300 000 euros en 15 jours, quoi. Tu te dis, tu avais encore parents ton paniqués. emprunt étudiant à rembourser ou pas? Non, 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 non. D'accord, c'était Mon terminé. père, pour les coups, ouais, mes parents m'ont aidé sur cette partie-là. D'accord, Et d'accord. là, c'est pour ça que je dis, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Ils ont Ouais, fait ouais, beaucoup de ouais. sacrifices pour ça. Mhm. Donc, ça a été aussi une de mes motivations derrière, d'essayer de leur rendre Toute la ça, confiance et tout ce qu'ils t'ont donné voilà, dans par ta la vie. suite et d'essayer de compenser parce que jamais mes parents accepteraient que je leur fasse un chèque de ce qu'ils ont payé Bien pour, sûr, bien sûr. voilà. Mais donc, Puis j'essaie de faire autrement, ils accepteraient, par exemple, de s'associer avec toi dans une SCI ou ce genre de par choses, exemple. par exemple. Oui, bon, si je leur disais oui, après, j'essaie surtout d'améliorer leur quotidien. Je pense que c'est ça qui a plus de valeur pour eux et Ouais, d'améliorer le quotidien de leurs enfants parce que, encore plus que leur quotidien, ce qui compte davantage, j'ai un frère, une sœur, c'est le quotidien de leurs enfants. bien sûr. Donc, Et si peut-être je peux l'améliorer, le fait de dégager de la liberté comme ça et de t'enlever des contraintes, ça te permet aussi de passer du temps avec eux. Et j'imagine que tout à ça, fait. pour eux, c'est très précieux. Ouais. Ça a beaucoup de valeur. Tout à Bon, fait. Tout super. à fait. Et ce deuxième appartement, du coup, est-ce que c'était un achat neuf sur plan ou est-ce que celui-là, c'était, Non, celui-là, c'était de l'ancien. c'était de l'ancien? C'était de l'ancien, exactement. Et je commence à. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Je visite un bien et on est trois à visiter le bien. D'accord. L'agent immobilier, donc le bien nous plaisait aux trois. C'était un super appartement, vraiment pas cher. Bon. L'agent immobilier, je lui dis à la fin de la visite, je lui dis, mais comment ça se passe si on veut faire une offre? Et il me dit, c'est la première offre reçue qui gagne. Ok. Bon, Les vendeurs sont moi, pressés. voilà. Moi, qu'est-ce que je fais? J'habitais à l'époque à peu près 300 mètres de là. Je cours chez D'accord. moi, Ok. j'envoie le mail, je, j'envoie le mail avec l'offre d'achat au prix annoncé. Au prix, d'accord. Et donc le gars me renvoie, me dit quelques heures plus tard, il me dit bah dites donc vous avez fait vite, félicitations, c'est vous le premier, etc. Bon, super, je suis hyper content, top. Il se passe 2 jours et je reçois un coup de téléphone de l'agent immobilier qui me dit écoutez, Monsieur Schlumberger, bon, je suis embêté, mais on va pas pouvoir vous le vendre. Ah, Ah, je lui dis comment ça, c'est plus en vente. Il me dit si si, mais bon, il se trouve que une personne a fait une offre aussi. Bah, je lui dis oui, mais vous m'avez dit que c'était le premier qui ouais. gagnait, donc. Et il me dit ouais, mais alors le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui achète cash l'appartement. Bah, Sans je lui dis emprunt. d'accord, mais vous m'avez quand même dit que c'était le premier Mhm. qui. Donc et vous m'avez répondu que c'était bon pour moi. Et il me dit ouais, je suis embêté. Écoutez, je suis vraiment navré pour vous. C'est mon directeur d'agence qui a décidé, etc. Blablabla. Bon, bah moi je lui dis, bah, je suis Déçu. hyper triste déçu de cette situation parce que ça me plaisait vraiment. Bah, écoutez, j'espère que qu'on trouvera autre chose ensemble. Et le gars a mis je pense qu'il a mis un point d'honneur à essayer de me trouver autre chose. Et je pense D'accord. vraiment que ça l'avait vraiment emmerdé, cette D'accord, ouais. Ouais, situation-là. ouais. Le Et il fait m'a de appelé une s'être semaine après. engagé et de revenir sur sa parole, Exactement. ouais. Mm. Il m'a appelé une semaine après. Il m'a Ouais. fait visiter un truc. Il m'a dit, vous inquiétez pas là, on le visite que tous les deux. Il n'est pas en Ok. vente. Il n'est pas en vente. Et je lui dis, mais s'il n'est pas en vente, comment on peut le visiter? Il me dit, si, si, c'est. Et là, je découvrais le off-market, c'est-à-dire des Ouais. biens qui n'apparaissent jamais nulle part, Mhm. mais qui sont quand même en vente et qui Ouais. n'apparaîtront jamais nulle part. Et il me dit, si, D'accord. si, venez, j'ai les clés, vous inquiétez pas, il est bien en vente, mais c'est juste qu'on n'a pas publié les annonces, etc. On attend, voilà. Ok. Je visite le bien, c'est un bien que j'ai acheté. Ok. Et là, je découvrais deux choses très très importantes dans l'immobilier. C'était un, la qualité de relationnel, Ouais. et deux, le réseau off-market. Ouais. On va en discuter de ça. Voilà. On va en Donc ça, discuter. c'était le premier pas. J'ai acheté ce bien-là. Bon, après, je dirais, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'étais fan d'immobilier. Je voulais continuer à en acheter. De temps en temps, on me disait, bah non, monsieur, vous êtes trop endetté, donc j'en revendais un. Je reprenais tout l'argent et je le réinvestissais tout de suite. Et je me disais, en fait, je voulais pas stopper. Je me dis, tant qu'on me prête, je continue, je continue, je continue. D'accord. Et ça, ce qui était particulier aussi, c'est que euh, je vois dans le monde professionnel, à l'époque, je parlais un petit peu de ça avec des collègues. Mhm. Ça faisait Et les peur, non? collègues comprenaient pas. Ils Ouais. comprenaient pas parce que ils comprenaient pas d'une que je sois omnubilé par acheter, racheter, racheter, ça ils comprenaient pas. D'accord. Et de deux, ils comprenaient pas où j'achetais. Alors que moi j'avais une stratégie déjà. Ok. Je me disais, de toute façon,
les zones urbaines, les gens vont en avoir marre à un moment. Ils vont vouloir un petit peu s'écarter des zones urbaines, avoir les commodités à côté pour accéder à la ville, au centre-ville, Mhm. mais ils vont à un moment se déplacer. Et j'avais misé tout de suite sur ça en me disant, c'est pas grave si tu as un village de 500 habitants, tant qu'il est connecté à des villes plus grosses, c'est pas très grave en soi. Bien sûr. C'est rien. Il y a beaucoup de gens qui aiment le calme aussi, qui aiment un petit peu plus de verdure, etc. Et je faisais ce pari-là et le nombre de fois où les gens se sont moqués de moi, je me souviens au boulot, c'était assez incroyable, quoi. Et me disaient ça alors qu'ils étaient, on avait 30 ans, moi j'avais déjà acheté pas mal de biens, et Ouais, eux ils étaient toujours locataires. Mais ils d'accord. étaient locataires dans Paris, donc ils me disaient, ah, mais moi je suis locataire dans Paris. C'est pas pareil, ouais. C'est pas Et pareil je disais, pour eux. bah, ok. Je dis, si ça a plus de Super. valeur pour toi, après c'est juste là où tu mets la valeur, hein. Si Ouais, ça ouais, avait bien plus de sûr, valeur bien pour eux, sûr. très bien. Bah, l'histoire a Et tourné dans ton sens, hein. L'histoire a tourné dans ton sens. Ton pari bon, s'est avéré payant. ouais, bon, c'est surtout que ça m'a donné la possibilité d'avoir le choix au moment où j'en avais besoin. D'accord. C'est ça qui est important à retenir. Parce que l'aspect, je dirais, l'aspect financier, en soi, si tu en fais rien, c'est- enfin, je veux dire, c'est inutile, quoi. Ouais, Ok, tu as plus d'argent, mais si tu n'en fais vraiment rien, si tu l'utilises pas dans des choses qui ont de la valeur pour toi, si tu l'utilises pas dans des choses qui, ouais, qui te touchent, qui te marquent, franchement, moi aujourd'hui, je vis quasiment, j'ai plus du tout les mêmes moyens qu'il y a 10 ans, ouais, mais j'ai quasiment le même niveau de vie, hein. ouais, Mais en revanche, je fais t'es pas beaucoup plus flambeur. ça m'a, je sais pas, ça m'a jamais trop attiré. Ouais. Et En du coup, revanche, je tu fais voyages beaucoup plus de plus, choses. Voilà, par exemple là, alors là, j'aurais plus le temps aussi parce que quand j'ai, avec ma quand carrière, tu étais c'était employé, plus ouais, bien compliqué. sûr. Mais je peux beaucoup plus chérir les gens que j'aime, aider certaines personnes, investir dans des causes auxquelles Qui te touche, je ouais. crois. Mhm. Exactement. Tu vois, tu peux, par exemple, j'ai une nouvelle passion sportive depuis une petite dizaine d'années, euh, D'accord. qui est, euh, qui est une anecdote qui est assez particulière, c'est que j'ai 30 ans, on est en plein été, la veille de partir aux États-Unis en vacances, et Ouais. je fais le premier squash de ma vie avec un ami. D'accord. Premier squash. Bon. Ok. On joue au squash et au bout de 20 minutes, coup de fusil, mon tendon d'Achille pète, et Oh je me retrouve putain. avec le mollet derrière le genou. D'accord. Ouais, ça remonte tout. Je vois comment ça fait. J'ai déjà vu ça. Ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est assez étonnant et la sensation est pas des plus agréables, J'imagine. à dire vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Bon, il se passe déjà que tu pars plus en vacances. Ouais. Ta famille est dégoûtée, ils m'attendaient aux États-Unis, ils étaient très tristes de ne pas me voir venir. D'accord. Tu te fais opérer immédiatement, et là on t'annonce quand même quelque chose d'assez important quand tu aimes le sport. On te dit, écoutez, c'est 6 mois de rééducation et honnêtement, vous allez recourir comme avant dans un an, mais pas Ok. avant. Ouais. Et on Donc, te le dit assez mauvaise nouvelle. directement, quoi. Ils me disent, c'est Ouais, rupture ouais. totale, et voilà. Et là, je me dis quoi? Je me souviens encore, je suis sur le lit à l'hôpital, je sors de la salle d'opération, et je me dis, je vais jouer au squash. Je vais recommencer. Et sans me faire Ouais, mal. ouais, et je me souviens encore, j'envoie un message à pote avec qui jouait, je dis non mais je vais jouer au squash, mais je vais jouer en compétition et je vais intégrer le top 100 français des joueurs de squash. D'accord. Donc, Ah déjà, bon, l'objectif, le ça- côté compétitif qui c'est revient. ça, Ok. c'est ça. Et je me disais, parce que je me disais, ça serait cool d'avoir été top 100 français dans deux sports différents, donc je me disais, Ouais. ça serait sympa. Et donc je me mets cet objectif, bon, autant te dire que ça fait marrer tout le monde, hein. Parce que toi, Ouais, ouais, oui, oui. t'es en béquille, machin, et tu dis non, mais moi, un jour, je serai top 100 au squash. Bon, les gens, ils te disent gentiment, ouais, c'est sûr. Ça Et rentre d'un ils côté, te ça voient sort déjà de l'autre. galérer, ils te disent, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. oui, ouais, J'essaye d'aller Marc, aux toilettes tout seul vas-y, et puis on fonce. en C'est rediscutera ça, dans un petit c'est moment. ça. N'oublie pas que tu te douches avec un sac plastique au pied, là, donc ça va aller, quoi. Ouais, ouais. Et puis bah, je m'y suis mis. J'adore ce sport. Je trouve que c'est un Ouais, sport intellectuellement qui est ultra épanouissant, tout simplement parce qu'on joue en 3 dimensions et que je ouais. trouve ça hyper épanouissant. Mhm. Euh, et je m'y suis mis à fond. C'est-à-dire que D'accord. c'est devenu un objectif, si bien que je m'entraînais avec des jeunes qui avaient 15 ans de moins que moi. Ouais. Je faisais les mêmes quand ils disaient il y avait un programme sportif à faire, un programme pardon de préparation physique à faire, etc. Je les faisais.
Quand il fallait l'été se taper 4 séances de 2 heures par jour, je les faisais, je me démerdais. Du Et coup, je tu me as suis mis cette à la liberté de compétition. pouvoir faire tout ça. Voilà. Et Ouais, donc je me suis mis à la compétition et puis finalement j'ai atteint mon objectif 5 ans après, je crois. d'accord. 5 ans Aujourd'hui, tu es après. J'ai classé intégré le top 100. Aujourd'hui, j'ai un peu levé le t'as pied, pour tout te ralenti. dire, parce que la carrière. Ouais, en fait, une fois que j'ai intégré le top 100, j'étais autour de la 80e place française. Il y avait Ok, ce cheminement qui était. J'étais arrivé au bout de ça, ouais, et ça a marqué un petit peu un switch où j'ai voulu accélérer en immobilier. Et d'accord. l'immobilier a pris plus de temps. C'est là Ok, aussi où j'ai démarré vraiment l'achat-revente à titre professionnel et je me ok, suis spécialisé dans ce type d'investissement en créant une société de marchand de biens professionnels ok. notamment, toujours à côté du monde de salariat, hein. Ouais, J'étais ouais. toujours salarié, donc j'ai fait le choix de créer cette structure qui n'avait, il n'y avait pas de problème en soi par rapport à mon activité professionnelle parce que les milieux étaient complètement décorrélés et puis je ne faisais ça que sur mon temps libre, c'est-à-dire le Bien soir ou sûr, le week-end. bien Donc sûr. il n'y avait pas de souci particulier à ça. D'ailleurs, je n'ai jamais caché à mes employeurs que j'avais une activité professionnelle immobilière à côté, que j'avais des sociétés immobilières. Je ne voyais pas l'intérêt et au contraire, ça a amené beaucoup de discussions très intéressantes avec mes collègues au fil du temps. Donc ça, c'était plutôt bien. Et je me suis donc, à la suite de cet objectif atteint au squash, je me suis vraiment mis à fond dans l'immobilier parce que j'avais, plus ça allait, euh, plus j'avais l'envie aussi d'avoir cette capacité de choisir, de faire ce que je veux plus tard. Ça, c'était D'accord. vraiment très, très important. Ça m'animait au quotidien et je sentais que il y avait cette possibilité-là. L'achat-revente, là aussi, ça a été une affaire de rencontre, hein. Mhm. J'ai eu la chance de rencontrer un couple de personnes à la retraite qui m'ont D'accord. vendu un bien. En fait, ils m'ont vendu un local commercial Ok. et on s'est liés d'amitié. Il se trouve que c'était des gens qui avaient une carrière immobilière incroyable, qui étaient des anciens promoteurs immobiliers, des anciens marchands de biens, enfin, une carrière extraordinaire Beaucoup et d'expérience, ouais. tout à fait, et humainement qui étaient géniaux. On s'est liés Mhm. d'amitié. Et c'est eux qui m'ont dit, qui m'ont incité, on va dire, qui m'ont dit, mais avec ce que tu fais aujourd'hui en immobilier, je leur ai expliqué, ils me dit, mais pourquoi tu crées pas une société de marchand de biens? Pourquoi D'accord. tu t'as pas ça? Pourquoi tu te professionnalises pas là-dedans? Je m'étais pas vraiment posé la question. Je me disais, oh, créer une entreprise, ça, faut gérer une entreprise, ça peut être compliqué. Et puis la fiscalité, puis j'étais pas au fait de tout ça. Et D'accord. là, j'ai étudié la question. Je l'ai ouverte grâce à eux, puisque c'est même les statuts, etc. C'est eux qui m'ont accompagné là-dessus. D'accord. Et derrière, je me suis mis à fond dans une chose qui me plaît énormément aussi, c'est la fiscalité, pour bien Ok. comprendre tous les rouages et Pour bien comprendre ce optimiser que tout j'allais ça, faire ouais. Mhm. exactement. Et toujours dans cette quête de performance, in fine, parce que j'allais m'investir là-dedans, j'allais investir de l'argent, et je Ouais. voulais pouvoir être bon dans ce que j'allais faire plus tard. Ouais, du Et coup, donc moi, j'allais te demander si tu avais appris tout ça sans te former, mais du coup, c'est plutôt par les rencontres que petit à petit, tu as acquis toute ton expertise dans le domaine immobilier, par tes recherches, bien sûr, au départ, et puis en rencontrant ce couple-là où tu t'es vraiment professionnalisé, pardon. Et c'est comme ça que tu as appris tout ce que tu sais, tout ce que tu fais aujourd'hui, ajouté bien sûr à toute l'expérience du terrain que tu as eu. C'est comme ça que tu as acquis toutes ces connaissances. tout à fait. D'accord. Et mon point de vue, tu vois, sur ça, sur ces gros revirements de vie, ces changements de cap, on va dire, il n'y a rien qui remplace les rencontres. D'accord. C'est-à-dire, si j'étais resté tout seul dans mon coin, continuer à investir, pas écouter, bon, peut-être que j'aurais continué ça, mais jamais de cette manière-là. J'aurais jamais D'accord. atteint ce niveau-là. Et ce sont les rencontres et l'ouverture qu'il faut aussi avoir et accepter que des gens font mieux que nous, Mhm. essayer de capter un petit peu ce qui peut être duplicable de ces D'accord. personnes-là, arriver à avoir ce type de partage et de gagner en expérience grâce à eux. Et ça, c'est véritablement important. Et les rencontres, c'est pour ça que je dirais très naturellement aussi, mon réseau off-market, ça a été un plaisir de le faire. Et je pense que les gens le ressentent dans le réseau que j'ai aujourd'hui, parce que le réseau off-market, pour moi, il est extrêmement large. C'est pas que des agents immobiliers. Ça peut être ton voisin, C'est, ta voisine, ta boulangère, ça peut je être ton vois, ouais. notaire, ça peut être n'importe qui.
toutes les personnes qui entendent parler de quelqu'un qui vend, d'une affaire en immobilier ou quoi que ce soit, s'ils sont toi dans ton réseau, dans ton réseau market à toi, des personnes qui te connaissent, ils peuvent t'envoyer l'info et toi, ça peut déboucher sur une belle affaire en immobilier. Tout à fait. Et puis D'accord. si tu, j'estime que si tu soignes les relations, que tu es correct avec tout le monde, tout le temps, dans la majeure partie des cas, les gens sont corrects avec toi, hein. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Vraiment, hein. sur la bienveillance au travail, que je te disais, peut-être que c'est quelque chose que tu inspires parce que toi-même tu l'es envers les autres. C'est pareil pour la confiance et c'est pareil, c'est ce qu'on dit là, ouais. Et du coup, donc toi, tu as fait tout ça au niveau immobilier et autre rencontre, donc aujourd'hui, tu t'es associé avec Baptiste sur le projet Ouais. stratégie immobilier pour lequel on Mhm. travaille tous. Et donc, tu es le spécialiste en marchand de biens. Tu es spécialisé Mhm. marchand de biens. Il y a une autre branche chez Stratégie Immobilier qui est l'achat locatif dans les immeubles de rapport, qui est plutôt la spécialité de Baptiste. Et donc, Ouais. maintenant, tu transmets ton savoir au travers d'une formation Stratégie Empire. On mettra en lien en barre d'infos la présentation offerte où on découvre ce qu'est le réseau off-market et quels sont les autres piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour réussir en immobilier. Comment, du coup, l'envie d'enseigner à toi, comment elle t'est venue et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui le fait de transmettre et d'enseigner tout ce que tu as appris et tout ce que tu sais faire? Bah, c'est la suite logique de ce que je disais tout à l'heure, à Ouais, savoir la chance sur certaines rencontres, d'avoir appris aussi de beaucoup de gens autour de moi. Alors ça peut être des patrons dans le milieu professionnel, ça peut être cette rencontre-là avec des anciens marchands de biens et promoteurs immobiliers professionnels. La rencontre avec Baptiste a été une rencontre déterminante également, hein. C'est-à-dire ouais, que Baptiste, on se rencontre il y a maintenant un peu plus de 4 ans. d'accord, On se rencontre online, hein, on se connaît absolument pas. ok. Je réagis à un produit qu'il vendait à l'époque qui était un petit logiciel. Mhm. Il le vend toujours d'ailleurs, Je je crois. réagis, ouais, tout à fait. Et on se met à discuter. On se met à D'accord. discuter. Le courant passe parce qu'il y a une passion commune, je pense, et le courant passe parce qu'il y a un plaisir commun à échanger. Et l'idée folle nous vient de se dire, bon, on n'a qu'à se rencontrer, on se connaît pas, on n'a qu'à Ouais. se rencontrer, on a un écart d'âge quand même, hein, on a une quinzaine d'années d'écart Mhm. d'un point de vue âge. Et il me dit, écoute, lui qui a vécu l'entrepreneuriat depuis tout jeune, hein, depuis ses 18 ans, me dit, je monte à Paris, est-ce que tu es OK? On passe un week-end. Euh, Ça serait génial de pouvoir monter quelque chose qui lierait nos deux expériences. Et voilà, ça part de ça. D'accord. On passe un super moment à Paris, on tourne des vidéos, on va dans des biens que j'étais en train de rénover, on fait des films de ça, on passe un Ça, super c'est tout moment, nouveau pour toi, tout ce monde-là, bien sûr, la vidéo, le contenu, le business en ligne, tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles pour toi, qui t'a apporté du coup. tout à fait, tout à fait. Cet esprit entrepreneurial aussi, cette vision de l'entrepreneuriat. Euh, et on se met à se dire, bah tiens, on montrait pas une formation là-dessus, ça va aider des gens forcément, parce que nous on connaissait les difficultés qu'on avait connues à apprendre tout seul, et là on Mhm. se dit, il y a également une osmose entre les deux stratégies, et on peut faire quelque chose d'intéressant, et on De se met complet, ouais. à faire ça, exactement. Et très rapidement, énormément de demandes, vraiment sollicitées par les gens qui trouvaient ça très intéressant, et puis l'aventure stratégie immobilier et le produit Empire sont nés. Et on a, depuis 2 ans et demi, on est monté, maintenant je crois il y a eu près de 8000 élèves, Ouais. ce qui est fou. Et surtout, ce qui me marque, et ça a été, je dirais, un deal de départ avec Baptiste, c'est qu'on s'est toujours dit, on fait les choses pour bien les faire, et on Mhm. fait les choses pour que les gens aient des résultats. D'accord. Et ça c'était le mot d'ordre de début, on se disait, il faut que les gens passent à l'action, il faut que les gens aient des bons résultats, ça serait super. Et la plus belle des récompenses aujourd'hui, c'est simple, ce sont les avis vérifiés que l'on a sur ce que l'on vend. Et les gens parlent plus, ils parlent pas d'argent là-dedans. Il Ils parle parlent de pas changement d'argent. de vie, il parle Ils de... parlent de changement de vie, ils parlent d'épanouissement personnel, ils Mhm. parlent de relations avec leur famille retrouvées, ils parlent de ça.
Et c'est Et ça, beaucoup plus puissant. c'est quelque chose qui te touche, toi, quand tu vois, par exemple, un témoignage d'élève qui te dit j'ai acheté mon immeuble, je suis en train de changer de vie grâce à vous, grâce à la formation, je vais continuer, je vais quitter mon boulot, je vais faire le tour du monde. Il y a plein d'avis comme ça sur la chaîne YouTube de Stratégie Immobilier qu'encore une fois on mettra en lien. Toi, c'est quelque chose qui personnellement te touche, te, te permet de t'épanouir dans ce rôle-là de coach et de formateur? Bah, beaucoup plus que tout le reste. D'accord. Ça m'apporte, je dirais, tu lis ça, ta journée, elle est top, quoi. Ouais, Elle est d'accord. top. Et ça, si je devais te faire un parallèle, ça, j'ai conscience de ça. Je suis, et ça a des mauvais côtés aussi, forcément, hein, mais euh, je suis beaucoup plus marqué par ça que par plein d'autres choses. Si bien que, par exemple, quand je suis rentré en école de commerce, on m'a demandé, comme on demande à tout le monde, dans quelle association tu veux aller. Donc il y a plein Ok. d'associations, tu as des associations sportives, tu as des associations, pardon, tu as, le bureau des élèves, tu as des assos autour de gens qui sont passionnés par le vin, enfin partout, tu as tout. Mhm. Et moi je suis allé dans une direction de création d'une assos avec plusieurs personnes, et on a créé une association qui dispense des cours d'écriture en prison. D'accord. Donc déjà là, tu te dis, ce qui va m'éclater, c'est pas forcément ce qui éclate la plupart des gens en Ouais, école de ouais, ouais, commerce. ouais. Ouais, ouais. Et, et tu te mets à faire ça, à aller donner des cours d'écriture en prison à des mineurs et à des femmes, D'accord. et à sentir que tu as un impact sur ces gens-là, Tu leur parce donnes que on peut-être se doute pas. de l'espoir, une On vision d'une vie meilleure, d'une vie nouvelle. C'est peut-être ça, hein, ça ressemble un petit peu à ce qui peut être transmis dans la formation quand on passe à l'action en immobilier et qu'on entrevoit ce que pourrait être notre nouvelle vie. Ça se rejoint peut-être un petit peu plus que ce qu'on pourrait penser. Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, tu leur donnes une chose, c'est de la considération. Et du temps et de la C'est-à-dire que considération. Ouais. des relations humaines sans considération, sans écoute, sont des relations extrêmement pauvres, hein. Ouais, ouais, ouais. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est comme il est. Et je ne fais pas le procès du monde dans lequel on vit, mais on est sur une digitalisation qui est extrêmement poussée. On parle beaucoup de télétravail et on Ouais. parle de liens sociaux qui sont petit à petit, pas brisés, mais mis un petit peu en défaut. Mhm. Et, et je crois vraiment que c'est le sens de l'histoire, que ça ne changera pas, hein, Ouais. qu'on est là-dessus, mais qu'on a aussi chacun individuellement une responsabilité sur comment on veut mener cette transition. Et pour moi, par exemple, ce qu'on fait au travers de stratégie immobilier, je retrouve le plaisir que j'avais d'aller en prison parce que la prison, c'est la rupture du lien social. C'est la rupture du lien social. C'est ça la prison. On te C'est coupe qu'on te tout, coupe. on te coupe de la société, ouais. Voilà, t'es coupé. On T'as plus t'écarte, c'est ça. d'informations, t'es seul, c'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, mais c'est dur psychologiquement. Ouais. Et de recréer ça, je le retrouve dans Stratégie Immobilier, ça c'est clair, d'arriver à faire en sorte qu'ensemble on avance, et je trouve que c'est ce qui t'apporte le plus, quoi. Mais vraiment de loin, de loin, de loin. Et je l'ai vécu dans le monde professionnel. Je vais te dire, j'ai jamais été aussi performant dans le monde professionnel que lorsque j'ai commencé à être performant dans le monde de l'investissement immobilier. Et pourquoi D'accord. ça? Parce que j'ai compris que ce qui allait le faire que je serais plus performant dans l'investissement immobilier, ce sont mes qualités relationnelles, les qualités d'écoute, le off-market. Et c'est ça qui a fait que j'ai passé des Tu étapes. les as appliqués Et, aussi à ton domaine professionnel, ouais. et dans le milieu professionnel, lorsque tu deviens manager, parce que tout le monde veut être manager au début. Ah, Mhm. être manager, c'est le Graal. Et puis après, tu veux être Ouais. directeur. Puis après, une fois que tu es directeur, tu vas être au comité de direction. Mais ça, c'est de l'ego. Ouais, C'est ouais. uniquement de l'ego. Et finalement, moi, je vois que j'ai évolué beaucoup plus vite dans la deuxième partie de ma carrière. Pourquoi? Parce que je me centrais plus du tout sur moi. Je me Ok. centrais sur mes équipes. Ce qui comptait, moi, ce qui me faisait triper, c'est qu'un gars que j'avais dans l'équipe passe un an manager, ou ait une belle évolution, ou ait des super résultats. Je leur disais toujours, le rôle du manager, c'est simple. Le rôle du manager, il doit assumer les mauvaises nouvelles et mettre en valeur ses équipes lorsqu'il y a des bonnes nouvelles. C'est que ça le rôle du manager. Il Si doit tu passer en penses que le second rôle du plan. Ouais. manager, mais si quelqu'un pense qu'un manager, il est là pour briller, c'est qu'il n'a pas compris. Et que, Et c'est souvent à ce pour moment-là, ça fait un job que tout seul. que les employés ont du mal avec leur manager. La plupart du temps, même détestent
leur manager parce que il s'attribue tous les succès et les échecs, il les remet sur ses équipes, ce qui est l'inverse de ce que tu nous C'est dis qui doit être l'inverse. fait. C'est ça. C'est l'inverse qui doit être fait. Et si tu réfléchis bien, lorsque tu deviens manager, tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de tes équipes. Tu as la responsabilité d'une part, bon, de leur épanouissement au travail, de Des leur résultats, ouais. évolution aussi au travail, tu as la responsabilité des résultats également. Mhm. Et, et ça, moi je vois, ça a été le gap vraiment. Ça a été là où tout a changé et les choses allaient de pair. Plus j'étais performant au niveau, plus ma carrière allait Décoller, bien, quoi. Allait accélérer, ouais. bien. Plus tu étais sollicité à droite à gauche. Alors c'est peut-être, c'est utopique de dire ça, mais moi j'ai été dans la société, c'est comme partout. Tu as des gens qui sont bienveillants, d'autres qui ne le sont pas. Tu as des gens qui sont hyper carriéristes, qui marchent sur les autres. Tu as des gens, bien sûr, et c'était comme Mhm. partout. Mais je pense vraiment que cette bienveillance au quotidien et cette volonté d'essayer de faire les choses ensemble et pas de les faire pour soi, ça fait que tu as de plus grands résultats, toujours. Toujours, D'accord. toujours. Et il y a une chose qui, moi, m'a toujours animé dans le business ou dans le monde professionnel, c'est d'être juste. Parce que c'est pas parce que tu es bienveillant que tu n'arrives pas à licencier quelqu'un, que tu n'arrives pas à dire les choses à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, etc. Ça, c'est pas du tout ça, hein. Mhm. Après, Au ça doit être des contraire. choses difficiles à faire de toute manière. Donc, euh, donc après, Ouais, si bon, c'est juste ça, et si c'est la bonne chose à faire, il faut que ça soit fait, quoi. exactement. Et c'est ta responsabilité aussi. C'est pour ça que ton employeur te rémunère. Et il Mhm. faut, il faut respecter ça. Moi, j'ai vraiment énormément, énormément de respect pour mes employeurs, pour ceux qui m'ont employé, pour les collègues que j'ai eus, pour les patrons que j'ai eus, et notamment mon dernier patron, qui était donc le président de Jaguar Land Rover France, qui est quelqu'un qui m'a apporté énormément sur le plan humain. Énormément. Et ça, je veux dire, ce sont à nouveau des choses qui te marquent pour une vie, ce sont des valeurs qui sont transmises, et ça compte, quoi. Ça Et compte. ça te donne Bien envie, toi, plus que, ça te donne envie, toi, de les transmettre à ton tour, que ce soit, bon, par rapport à la formation en immobilier, mais surtout dans les discussions et dans les moments que tu passes avec les gens que tu rencontres. ouais, 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 au quotidien, avec l'équipe de stratégie immobilier, avec sur ma vie d'investisseur, avec tous mes contacts, tous les partenaires que je peux avoir, je trouve on n'a qu'à gagner à se comporter comme ça. Et encore une fois, ça ne veut pas dire vivre dans le monde des bisounours. C'est pas du tout ça. C'est souvent euh, le mauvais parallèle que les gens font. Mais c'est pas ça. Moi, Ouais, c'est j'ai été amené caricaturer ce que tu dis, quoi. bien sûr, Ouais, j'étais amené à licencier des gens, j'étais amené à dire des choses très dures à certaines personnes sur le plan professionnel. à faire des choix difficiles aussi, ouais. Ça, ça fait partie du job aussi, hein. Ça fait Ouais, je partie du comprends. job et c'est comme ça que tu grandis également, hein. Ouais, ouais. Et puis ça revient un petit peu à ce qui fait un des traits de caractère qui revient depuis le départ de ce que tu nous expliques. La recherche de performance aussi, si ça va pas dans le sens de la performance et dans le sens du bien collectif, il y a des choix difficiles à faire et il faut les Mm. faire et au quotidien, il faut faire tout ça de façon bienveillante en essayant d'aider au maximum, mais quand il y a quelque chose de difficile à faire, il faut pas hésiter à le faire parce que c'est ton rôle. Exactement. Faut l'assumer et souvent, on dramatise et on a l'impression que ça va être pire que ce que ça n'est. D'accord. C'est-à-dire que souvent, ce qui empire les choses, c'est quand on les laisse traîner ou quand on n'est pas honnête ou qu'on les dit à moitié. C'est ça qui empire les choses. Il vaut mieux tout dire d'un coup, Bah, la- il faire faut, passer c'est le là, message tout de il y a, suite. ouais, je pense vraiment. Je pense vraiment, dans mes dernières fonctions, j'étais amené à avoir des prises de décision extrêmement compliquées lorsque tu es en charge de la stratégie d'un réseau, ben, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu nommes et tu résilies des gens. Mais quand tu D'accord. résilies des gens, tu leur dis, les gars, vous vous êtes investis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans votre boîte, mais je vous donne plus mon agrément, donc vous perdez un panneau. Ok. C'est dur à dire ça, hein. Ouais, Humainement, ouais, ouais, ouais. c'est des nuits où tu dors pas avant, hein, parce que tu as Ouais, conscience de ce que j'imagine. tu Ouais, vas faire. ouais, ouais, ça a un impact sur la vie des gens bah, Exactement, qui sont concernés, quoi. exactement. Mais pour autant, si tu es honnête avec toi-même et la stratégie que tu as établie et que tu sais que c'est un passage obligatoire, tu le sais que c'est le Mhm. passage obligatoire pour on va dire, le bien commun, c'est-à-dire la Ouais, ouais, performance ouais. commune.
tu passes par là. Alors oui, moi je me souviens, hein, il y a eu des nuits, tu dors pas la nuit d'avant, hein. Tu sais pas comment tu vas amener la chose, tu sais pas comment la discussion va tourner. Il faut le Bon, faire. au final, Il faut- exactement. Au Et final, puis, et puis une fois que c'est ça, fait, c'est fait. Et les gens, ça leur laisse plus de temps peut-être que de laisser traîner. Ça leur fait espérer quelque chose qui n'arrivera pas et de dire la chose tout de suite. Bon, ils l'encaissent, ça prend un temps à encaisser, mais ça leur laisse aussi plus de temps que si on avait fait traîner pour s'adapter et puis pour rebondir et ainsi de suite. il y a un temps de digestion et puis là après, tu t'adaptes suivant le type de personnalité. C'est-à-dire que c'est ta lecture humaine qui fait que tu vas prendre un chemin ou un autre. Ouais. C'est ta lecture humaine qui va conditionner le timing d'une annonce. C'est-à-dire que suivant les personnes, ce qu'elles vivent, leur caractère, tu vas adapter ton discours. Tu as des Ouais, bien personnes, tu sûr. sais très bien que ça sert à rien de prendre des gants et qu'elles vont beaucoup plus te respecter si jamais tu leur dis écoute, voilà, Mhm. on va devoir s'arrêter. Ouais. Comme ça, D'où et si on te faire les choses, l'importance de bien connaître les gens et de mettre en œuvre tout ce que tu dis au niveau des relations humaines, d'essayer voilà, de savoir qui tu as en face de toi, de prendre le temps en avance de connaître la personne avec qui tu travailles et voilà, de prendre du temps avec chacun quand tu es manager ou là, dans le cas de ton dernier travail avec tes partenaires, hmm, de savoir qui tu as en face pour savoir comment faire passer au mieux l'information pour qu'elle soit intégrée et digérée au plus vite. oui, tout ça en respectant les gens, hein, en Voilà, essayant de. Et finalement, c'est extrêmement rare quand ça se passe vraiment mal. d'accord. C'est très très rare. Ça peut être très dur, mais quand en face tu as quelqu'un de réfléchi aussi, tu vas, tu vas immédiatement te tourner vers une chose, c'est de dire, OK, comment est-ce que, dans le respect de chacun, on arrive à sortir de cette situation? Et c'est D'accord. ça, on est plus focus, et ça d'une manière générale, il vaut mieux être focus sur les solutions plutôt que sur tous les problèmes, parce que si tu es focus sur tous les problèmes, ce qui est bien, c'est que tu auras toute une vie pour penser à des problèmes. Il y en aura toujours. Ouais, Toujours. Dans tout ce que tu fais, tu bien as, sûr, bien des sûr. Ouais. soucis. Dans tout ce que tu fais. Si tu es focus solution en permanence, en disant comment est-ce qu'on. Tu y arriveras peut-être pas aussi vite que tu veux, mais tu feras mieux que si tu étais focus problème. Tu avanceras plus Et vite, ça, quoi qu'il arrive. Ouais. exactement. Et les gens préféreront toujours bosser avec des gens qui sont focus solution que des gens qui sont focus problème. Parce que, je veux On dire, n'avance pas. On t'as. n'avance pas Non, quand on est non, focus problème. non, non. Et Donc, bon, c'est. du coup, aujourd'hui, fini pour toi le monde du salariat. Tu n'es Hmm. plus employé, ça fait donc quelques mois, tu nous as dit. Terminé, Ouais. tu es marchand de biens à plein temps et entrepreneur avec stratégie immobilier et tu as sûrement Ouais. d'autres projets à côté. Est-ce que tu as une idée, un ordre d'idée du nombre d'opérations de marchand de biens que tu as fait dans ta carrière? Bah alors, si je prends pas toutes les opérations immobilières confondues, c'est-à-dire marchand de biens et mon immobilier, parce que j'ai un patrimoine aussi Ok, locatif, locatif, ouais. je pense entre les achats, les reventes, à mon avis, je suis passé 60-70 fois chez le notaire, D'accord. Donc à c'est peu un près. bon C'est-à-dire partenaire à en toi aussi, achat, en j'imagine, le revente. notaire. Ouais, et c'est quelqu'un, pour le coup, j'ai énormément de respect aussi, parce que lorsque j'ai commencé, j'ai acheté un tout petit bien, j'ai été Ouais, traité de la même manière que si j'avais acheté un bien à 1 million d'euros. Et d'accord. c'est ce qui a fait que le partenariat est né et qu'aujourd'hui, on a une relation de totale confiance et que ça se passe extrêmement bien. J'ai beaucoup de respect aussi pour la manière, ce traitement client, cette, euh, ce sens du client, du D'accord. service, qui était Mhm. très important et que moi, je privilégie toujours. C'est la même chose que je fais avec mes artisans, par exemple. J'ai jamais cherché le prix sur les artisans. Au début, bien sûr, tu Oui, confrontes oui, les oui. prix, etc. Mais au bout d'un moment, c'est pas ce qui fait que tu réussis. Ouais, ouais. Ce qui, ce qui fait vraiment que tu C'est réussis, de c'est la trouver, confiance mutuelle, ouais, voilà, c'est voilà, de trouver beaucoup plus. les partenaires en qui tu peux faire confiance. Tu leur confies le chantier, même si c'est 2 ou 3 000 euros plus cher que chez quelqu'un d'autre, tu leur donnes les clés et quand tu reviens, tu sais que le boulot il est fait, Exactement, il est bien fait. Il vaut peut-être mieux exactement. s'acheter un petit peu de tranquillité d'esprit des fois, de travailler avec les bonnes personnes qui te respectent, qui respectent le chantier, que d'aller chercher la concurrence en prenant le moins cher et forcément le travail qui sera un petit peu moins bien fait. Tout à fait, tout à fait. C'est Et le bon état d'esprit. Ouais. d'accord. Et du coup, est-ce que ça a été compliqué pour toi de quitter ton emploi pour te lancer à plein temps ou est-ce que ça a été une étape
logique parce que tu avais assez de ressources avec tout ce que tu avais construit pour pouvoir te lancer dans cette aventure-là. Est-ce que est-ce que c'est dur de quitter la sécurité que nous offre un emploi quand on veut se lancer comme ça? Parce que tu avais quand même un emploi intéressant, bien sûr, qui devait te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais c'était une certaine sécurité dans le monde dans lequel on vit d'avoir un emploi comme celui-là. Hmm. Bon, ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont absolument pas compris la décision parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, tu es membre d'un comité de direction d'une filiale d'une multinationale à moins de 40 ans. Ça veut dire que tu as un avenir, entre guillemets, qui est a priori, sauf gros dérapage, hein, mais tu as un Mhm. avenir qui est assuré, avec Ouais, des ouais, ouais, rémunérations qui sont d'un bon niveau, etc. Et puis ça, c'était un titre aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur ça, ouais. sur cet ego et sur ce titre. Bon, moi j'ai eu cette chance que ça n'avait pas Ça trop rentrait pas en d'impact sur compte. moi. Ouais, Pas trop, pas pas beaucoup, trop. ouais. Je savais, je suis objectif, ça ouvre des portes. Bien Bien sûr sûr, que bien ça ouvre des sûr. portes. Mais, mais est-ce que c'était ça qui allait me faire rester ou pas? Non, pas du tout. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est difficile? Je dirais que ça doit être difficile lorsque tu n'es pas persuadé de prendre la bonne décision. Et ça m'est déjà arrivé. Lorsque j'ai quitté BMW pour aller chez Jaguar Land Rover, personne n'a compris. Ça se passait très bien chez BMW. On m'avait proposé de nouveaux postes de manager, etc. Et pour autant, je suis allé dans une marque qui était beaucoup plus petite, Mhm. avec un avenir qui était incertain, mais j'étais persuadé de prendre la Le bonne bon décision. choix. D'accord. Ouais. J'ai pas eu de doute. Et là, sur cette nouvelle étape, j'ai pas de doute non plus. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est une décision qui est importante pour moi sur le plan personnel, parce que j'ai ce besoin de pouvoir consacrer plus de temps aussi à mon entourage, aux gens que Mhm. j'aime. D'accord. Et donc c'est un premier point qui est très ancré et qui est le point décisif. Le deuxième point, c'est que cette rencontre avec Baptiste a été décisive il y a 4 ans, Ouais. clairement. Bon, sur le plan du business, c'est une chose, mais c'est pas tant ça. C'est-à-dire que L'état humainement, d'esprit peut-être qui t'a amené. voilà, Baptiste humainement, il m'a challengé intellectuellement. D'accord. Et je pense que c'était quelque chose de mutuel, c'est-à-dire qu'on s'apportait des choses très complémentaires et chacun acceptait de son côté d'apprendre de l'autre. Et c'est extraordinaire hein, quand Mhm. t'as une relation comme ça, avec au milieu une passion commune, donc tu rejoins un petit peu tout là. Et avec Baptiste, bon, il m'avait demandé, hein, il m'avait dit, mais un jour, enfin, déjà il m'avait posé la question, il m'a dit, mais je comprends pas, vu ce que tu gagnes en faisant de l'immobilier, pourquoi est-ce que tu es toujours salarié? À Pourquoi quoi ça tu te sert? continues, ouais. Mhm. À quoi ça te sert? Et je lui disais, je continue parce que ça me plaît. Parce que D'accord. ça me plaît intellectuellement ce que je fais. Parce que ça me plaît, mon équipe me plaît. Parce que mon patron me plaît. Parce que je m'épanouis là-dessus. Et il arrive un moment où tes priorités, donc je parlais notamment de priorités personnelles, montent, prennent le pas. Il arrive un moment aussi où tu sens que tu as la possibilité de faire des choses encore plus grandes d'un point de vue entrepreneurial, mais tu sais que D'accord. tu ne pourras pas les faire si tu alloues pas assez de temps. D'accord. À un moment, tu as cette limite-là. Il faut que Et tu je te pense libères avoir, du temps et de l'énergie, voilà, et puis de l'énergie mentale. tout à fait. Parce que Mhm. j'ai toujours été omnubilé, on va dire, par l'optimisation de mon temps. Donc j'arrivais à faire coïncider cette vie professionnelle et cette vie d'investisseur immobilier. Ça a amené plein de questions, hein. Les gens se disaient, mais attends, tu peux pas. Et si je leur dis, si, si, je leur explique, regarde, telle chose, je la fais comme ça, comme ça. Vraiment, j'optimisais tout. Mais à un moment, quand tu veux passer des étapes, et j'avais l'envie aussi de travailler avec Baptiste beaucoup plus. Hein, D'accord. on travaillait ensemble. On a également, on a eu plusieurs sociétés ensemble. On a une Mhm. société par exemple à Bali où on a investi ensemble dans l'immobilier. On a une SCI également ensemble. On a une autre SAS ensemble. Enfin, on a fait pas mal de choses ensemble. Mais si vraiment tu veux être performant et aller là où on veut aller, eh ben, il fallait aussi prendre une décision. C'est-à-dire que Faut que tu c'est un sois tout. Il focus y a que l'aspect là-dessus, ouais. personnel, il y a l'aspect pro, et j'ai pris cette décision. Donc, au moment où je prends la décision, est-ce que c'est dur? Le plus dur, c'est de l'annoncer à quelqu'un qui n'imagine pas une seconde, tout ça, Mhm. qui est aussi, qui est triste pour toi d'un côté, oui, tu ressens de la tristesse, quoi. Il se dit, c'est dommage, c'est Tu dommage, parles les de gens ton qui comptaient patron? sur toi. Ouais, ouais, D'accord. ouais. D'accord. Les gens se disent, ah là là, mais c'est dommage. Certains, je dis même, c'est du gâchis. Euh, et tu expliques ça.
la manière la plus simple, quoi. Tu expliques la Mhm. réalité. Tu dis, voilà, il y a un côté personnel, des aspirations, des besoins personnels qui font qu'aujourd'hui, moi, je me dois et je me devais d'être honnête avec un employeur qui avait toujours été juste avec moi. Je Bah pouvais oui, pas évidemment. faire semblant. Tu vois, faire semblant, ça aurait pu être, pu faire mon boulot totalement correctement et Non, passer plus ouais. de temps sur le reste. Je Mais pense ça que fonctionne on a pas dans la compris durée. que oui, et puis on a compris que t'es pas ce genre de personne-là. Ça correspond à un type de personne, ça. Mais on a bien compris avec tout ce que tu nous as expliqué là que t'es pas du tout ce genre de personne-là et que tu préfères être franc assumer tes responsabilités quand elles doivent l'être. Donc, je comprends que t'aies pas fait ça et c'est évident que c'était pas la bonne chose à faire. Bon, en tout cas, moi, je le vivrais mal. Voilà, Ouais. donc je j'ai pas envie de mal le vivre et je trouverais ça irrespectueux et j'ai pas envie d'être irrespectueux. Mhm. Donc c'était assez simple, je veux dire, de prendre cette décision-là. Après, c'est beaucoup plus complexe lorsque tu l'annonces. On a dû gérer aussi les impacts. C'est toujours particulier, un membre du comité de direction qui démissionne, mais moi, je pense que personne dans l'entreprise imaginait une seconde que Marc allait démissionner. Je pense D'accord. que personne, parce que j'ai pas j'ai, je voulais assumer de A à Z cette décision, c'est ma décision. Il n'y a pas de problème avec l'entreprise, etc. Donc, j'ai rien négocié avec l'entreprise. J'ai juste dit, Ouais, ouais. T'as je vais donné ta quitter. lettre. Ok. Je vais quitter. Voilà. Ce qui est, dans le monde d'aujourd'hui aussi, est quelque chose, je veux dire, la réflexion que j'ai eue le plus lorsque je suis parti, j'ai eu deux questions. J'ai dit, enfin, une question majeure, combien tu as négocié pour partir? D'accord. Les gens pensaient, d'accord. Qu'il y avait Rien un du tout. accord, Ouais, ouais, etc. Mais ouais, j'ai dit, ouais. mais non, j'ai pas cherché. Mais ils m'ont dit, pourquoi ils ont refusé? J'ai dit, mais j'ai pas cherché. Bah oui, c'était. Pourquoi est-ce que j'irais j'irais demander quelque chose alors que c'est une décision qui m'appartient? J'ai pas à demander quoi que ce soit. Non, L'entreprise. non, bien sûr. Donc voilà, c'était cette décision-là. Après, on a managé surtout la communication autour de cette décision, hein, D'accord, les gens l'ont appris très tard. Ils l'ont appris d'accord. grosso modo 2 semaines avant que je parte. Ok, Hein, on l'a ok. gardé ça entre mon président et moi. Je pense que c'était important et je partageais totalement la position sur ce sujet-là. Il n'y avait aucun bénéfice à l'annoncer très tôt et au contraire, il valait mieux le faire comme ça. Moi, j'avais pas besoin d'un chant du cygne, c'est-à-dire de vivre un petit peu pendant 2, 3 mois avec des gens qui feraient que de me dire ah mais qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais, J'avais pas d'accord. besoin de ça. Je comprends. Je J'avais pas comprends. besoin de ça et je voulais pas faire vivre ça à mon équipe non plus. Donc ça s'est passé assez rapidement, on va dire, hein, entre l'annonce officielle qu'on a faite et le départ effectif. Et c'était très bien que ça se passe comme ça. Je pense que c'était une très bonne décision commune. Et non, est-ce que j'avais peur? Est-ce que j'avais des doutes? Non, j'ai toujours assumé mes décisions. Je veux dire, à la fin, en face de la glace, c'est toi, quoi. Je veux dire, il y a pas un autre gars, c'est toi. Tu as pris la décision. Et puis si ça va pas, si finalement les raisons pour lesquelles je suis parti, j'arrive pas à dealer avec ça, eh ben, écoute, je me Tu t'en poserai à prendras nouveau des qu'à questions sur toi et moi. puis tu Exactement. chercheras autre chose et puis c'est pas la Et je fin du trouverai une autre monde quoi qu'il solution. arrive. Voilà. Je trouverai une autre solution. Et effectivement, tes parents, forcément, ça les fait flipper. Forcément, Après, ils se après, disent, mais attends, tu as un job payé bien sûr. pour eux une fortune, tu as un statut, tu es sûr que tu vas gagner de plus en plus de toute façon, année après année. Ouais, là, Parce que tu pour eux, repars un peu de zéro pour eux. c'est la voie royale aussi. C'est ce qu'ils ont connu à leur époque, leur génération. C'était de bonnes études comme tu as fait, un bon job, et puis on évolue dans son entreprise comme tu as réussi à le faire. Après, tu as pris un raccourci en changeant d'entreprise où tu es allé encore un petit peu plus vite. Donc pour eux, c'était la voie royale, et c'est vrai que ça doit être quelque chose d'un petit peu déstabilisant. Mais comme tu nous as parlé d'eux, je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont compris, ils l'ont intégré et ils ont confiance en toi quoi qu'il arrive. Donc je pense que tu as bien su leur faire passer le message et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème avec ça. Non, 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 ça va. À partir du moment où je suis heureux, mes parents sont heureux et c'est Voilà, c'est la plus c'est ce belle qu'on des a compris positions ouais, quand on est quand tu parent. nous as parlé d'eux au départ. Donc c'est impeccable, c'est impeccable. Écoute, donc te voilà parti pour tes nouvelles aventures. Ça fait donc quelques mois que tu as arrêté ton Ouais, contrat. ça fait maintenant 2 mois là. 2 mois. 2 mois. Et donc maintenant, tu es marchand de biens, investisseur immobilier et entrepreneur à plein temps. Donc tu es parti pour de nouvelles aventures
as beaucoup plus de temps et de liberté aussi pour toi. Je sais que tu vas beaucoup voyager. Et, euh, et ben c'est super. Moi, je suis très content pour toi. Et puis, je pense que tu as t'as fait le Merci. bon choix. Est-ce que on va bientôt terminer cette interview. Ça fait un petit moment que je te retiens et je pense on a bien profité de ton temps. Donc, je veux pas t'embêter plus que ça. Je t'en prie. Est-ce, est-ce qu'avant de terminer, t'as des ressources que toi t'aimes consommer, que ce soit livre, que ce soit podcast ou vidéo? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré que qu'on peut, nous, tous les auditeurs, tous les gens qui vont écouter ce podcast, s'ils veulent essayer de faire la même chose ou essayer de prendre les mêmes conseils que toi, qui peuvent aller les retrouver quelque part? Alors, ceux qui m'inspirent le plus, je dirais, c'est les gens de mon entourage. Ouais, C'est avant tout ça. Moi, je me nourris, j'estime que c'est une chance déjà d'avoir dans son entourage, pouvoir discuter avec certaines personnes. Tu peux apprendre de n'importe qui. ouais, Moi, je mets au défi quelqu'un de me dire, bah, ouais, cette personne-là, de toute façon, elle est inintéressante de A à Z. Elle est d'accord. inintéressante de A à Z. Ok, Ça, t'y crois tu pas. sais pas. C'est pas possible. Ouais, C'est ouais, pas je possible comprends. parce que tu vas parler avec un menuisier qui va t'expliquer avec passion ce qu'il fait. Tu vas te dire, mais c'est incroyable comment il a pu développer ça. Tu vas parler avec quelqu'un qui passe, par exemple, ta boulangère. Mais ta boulangère, c'est une personne qui aura dit bonjour dans sa vie à 20 000 fois plus de personnes que toi, qui aura eu des interactions humaines avec beaucoup plus de gens que toi et qui donc pourra t'en dire beaucoup plus aussi si tu arrives à avoir les bonnes discussions, t'en dire beaucoup plus aussi sur l'humain d'une manière générale. Alors je dis pas que tu vas te lancer dans des discussions avec ta boulangère, c'est pas Non, non, ça mais je que comprends je ce que raconte. tu veux dire. Tout le Mais, monde a, mais a- tout le monde a un truc, hein. ouais, Et si tu arrives à être assez curieux et à pour l'écoute, t'y tu intéresser. peux Ouais, apprendre. Voilà, je me nourris vraiment de mon quotidien. Je d'accord. vais te dire, j'ai discuté avec Baptiste et je lui ai dit, là, avec cette nouvelle vie, j'ai décidé d'aller tous les jours à la salle de sport. Peu, D'accord. peu importe, je me suis dit, t'as aucune excuse, elle est à 3 minutes la salle de sport. T'as Ouais, aucune excuse. Même si c'est pour y aller une demi-heure dans la journée, la salle de sport elle est ouverte de 6 heures à 22h30, tu trouveras une demi-heure. ouais. Voilà. Donc j'y vais tous les jours. Et je lui ai dit, je me suis mis un challenge à la con. Je lui ai dit, sur le mois de janvier, chaque séance, je demande à un gars que je connais pas s'il a passé de bonnes fêtes. D'accord. Donc ça donne des trucs marrants hein, parfois. Ouais, C'est-à-dire que ça donne des trucs, des gars qui disent mais pourquoi tu me parles? T'es qui pour me parler? ouais, ouais, Etc. Et ça te challenge sur une chose, c'est que tu dois t'adapter. C'est-à-dire que tu n'auras jamais la même réponse. ouais. Tu n'auras jamais la même réponse. Et ça fait que tu démarres une conversation alors que tu connais pas la personne Tu et que sais tu pas essaies du que la tout la façon dont conversation, elle va réagir, et toi, il va falloir que tu voilà, t'adaptes. et tu essaies de faire en sorte que ça se passe correctement, que la personne finalement, quand vous, parce que c'est une discussion qui va pas durer, c'est-à-dire que la personne, tu Oui, lui dis oui. salut, ça va, t'as passé de bonnes fêtes. Bon, la personne, si elle te dit oui et toi, bah tu dis ouais, excellent, et puis après tu lui dis bonne séance. Mais, mais je veux dire, ça te demande, et puis c'est un truc à la con, mais ça te challenge personnellement sur un truc où t'es pas dans une zone super de confort, parce qu'en général, Ouais, ouais, bien sûr, je quand j'y comprends. vais à 7 heures du mat et que t'arrives dans le vestiaire et que tu as un mec qui fait 2 mètres, qui pousse de la fonte comme toi, tu pousseras jamais de ta vie, et que tu lui dis salut, ça va, t'as passé de bonnes fêtes? Il se dit, il se Qu'est-ce qu'il me dit, veut, attends, celui-là? le petit gars là, qu'est-ce qu'il veut? Ou il peut s'imaginer n'importe quoi, quoi. Il se dit, Ouais, mais ouais, ouais. c'est une méthode d'approche ou qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, ou il me cherche, ou il y a quelque chose. Voilà, et tu dois composer avec ça, et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et ça rejoint, tu me disais, une ressource, par exemple, pour le coup, que je trouve euh, intéressante, c'est David Laroche. Je ne sais Ouais, pas je si tu connais connais David David Laroche. Ouais, Laroche. ouais. Je pense que il faut savoir faire le tri de tout. C'est-à-dire Ouais, que peu importe ce que tu vas consommer, il faut être conscient sur une chose, c'est ce dont toi tu as besoin. Parce que ta lecture ou ton écoute d'un David Laroche, ça ne sera pas du tout la même que moi. je Et comprends. je vois parce que on se partage beaucoup de podcasts ou de petites vidéos, etc. avec Baptiste au quotidien. On a ce Ouais, truc-là. Je veux ouais, dire, on s'envoie 50% de nos messages, c'est dire, ah, regarde, j'ai écouté ça, ah, j'ai vu ça, j'ai accepté. Et souvent, on se fait des réflexions et on n'a pas du tout ce qui a le même marqué l'un ne marque pas ressenti. l'autre. Pas du D'accord, tout. d'accord. Pas du tout. Vous captez pas les mêmes choses d'un même contenu. Non.
Non, Parce que, mais c'est parce que normal, vous n'êtes parce qu'on pas a notre peut-être. sensibilité C'est chacun. ça, ouais. Lui est peut-être plus développé sur un truc et moi moins sur un autre, et vice-versa. Ouais, Et donc je consomme tout en essayant d'être le plus objectif sur moi, toujours. d'accord. Et tu vois, et accepter que bah, peut-être que parfois David Laroche, je le trouve passionnant, et parfois Ouais. je me dis, ouais, ok, c'est un peu, voilà, c'est pas, j'ai pas besoin de ça, quoi, ce truc-là, c'est pas intéressant. Mais non, mais je me dis finalement, bah, ça doit toucher d'autres personnes, très bien, Il en faut pour et tout puis le voilà, monde. exactement. Un autre gars qu'on écoute beaucoup avec, bon, on se rejoint là-dessus avec Baptiste parce qu'on trouve que d'un point de vue entrepreneurial, le gars est très inspirant, c'est Hormozzi. Ouais, il m'en a parlé, on Euh, en a parlé ensemble, parce que moi j'adore bon, Maudit aussi. je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, vraiment. Et pour autant, Hormozzi, là, je viens d'écouter une chose qu'il a publiée sur où on le voit faire du coaching individuel à quelqu'un. Enfin, il relate ça, et moi, je le Ouais, trouve 10 fois moins bon là-dessus. c'est vrai, Je le trouve. j'ai pas vu ça, ouais. Moi, honnêtement, j'ai vu le truc, j'ai regardé la vidéo, je l'ai regardé 2 minutes, je me suis dit, c'est nul. Ouais, C'est nul parce que c'est pas du tout là où c'est pas pour ce qui te moi Hormozzi est correspondrait à bon. tes attentes à toi aussi, peut-être, Non, de non, lui. la manière dont il va gérer cette relation humaine là, je l'aime pas. En D'accord. revanche, je trouve que d'un point de vue business, les logiques business qu'il a, les logiques de système, allez, de système, d'automatisation, de vision du client, etc., de service à la clientèle, je trouve que le mec est brillant. Mhm. Je comprends. Le Et gars est brillant. puis la capacité, parfois sur un short YouTube d'une minute, à faire passer une idée hyper complexe de façon très simple et Ouais, facile à comprendre aussi. Je trouve que c'est hyper fort ce qu'il fait à ce niveau-là. Mais je comprends. entièrement d'accord. Il faudrait que je regarde ce Entièrement que tu d'accord. dis là pour voir ce que j'en pense, justement, si je le ressens comme toi. La partie où il fait du coaching personnel, ça se trouve, j'aurais pas du tout le même ressenti comme Ah, on vient peut-être d'en que tu vas te dire c'est discuter. génial et Ouais, le ouais, mec il est ouais, ouais. incroyable et il m'a motivé. Mais, mais sur voilà, donc je pense que l'inspiration elle peut venir de partout. Elle D'accord. peut venir. Il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, dans l'équipe stratégie immobilier, il y a certaines choses qui m'inspirent énormément. Je vois certains comportements de, de partenaires avec qui on bosse où je me trouve ça, je me dis, ça c'est quand même beau. Cette personne-là, ça peut être de l'implication, Mhm. ça peut être de la capacité d'écoute, ça peut être de la résilience pour certains. J'ai de l'admiration et ça m'inspire aussi sur certaines choses. Je me dis, putain, ça c'est. Franchement, est-ce que j'essaie de me transposer, je me mets dans la position, je me dis, est-ce que je l'aurais fait putain, je me dis là, chapeau. Ah, c'était pas simple. Et c'est Ouais, ouais. important parce que aujourd'hui, le deal qu'on a avec Baptiste sur la partie stratégie immobilier, c'est que j'ai un peu un rôle euh, directeur exécutif, on va dire, Ouais, ouais, d'essayer bien sûr. Mhm. de voir un petit peu l'activité dans son ensemble. Et moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est de dire, je suis un peu la trousse à outils qu'on ouvre, et s'il faut prendre juste le tournevis, Marc, je prends juste le tournevis, je fais l'ajustement et ça sera super. Et ça sera très bien. Et pour chacun, ça sera un outil différent. Et Ouais, je arriver comprends, ouais, à je ce que comprends. chacun se dise, ah, c'est cool. Bah, j'ai soit appris un petit truc, soit je me sens mieux dans ce que je fais parce que, effectivement, peut-être que je le faisais d'une certaine manière et c'était pas top. Et capitaliser aussi sur l'expérience, force également quand tu as managé beaucoup de monde, que tu as eu Bien des, sûr, c'est sûr que tu as beaucoup de choses à apporter. En tout t'as, cas, au t'as niveau de la appris des choses. gestion. Et... Oui, oui, T'as bien appris des sûr. choses, c'est logique. Bien sûr. J'ai eu une direction commerciale, j'ai eu du management, j'ai eu de la stratégie, j'ai géré aussi de la prévente, c'est-à-dire de la relation clientèle. Donc tout ça, ça te donne aussi une vision, on va dire, 360 qui est intéressante quand après tu dois gérer une entreprise. Parce que Ouais. tu sais discuter avec tout le monde. Bien sûr, mais c'est vachement intéressant ce que tu nous dis sur le fait d'apprendre de tout le monde comme ça et quand tu parles des gens avec qui tu travailles, de savoir, voilà, d'être impressionné un petit peu par certaines de leurs qualités parce que je pense que c'est une qualité que toi tu as et qui est intéressante d'avoir, d'être capable de discuter avec quelqu'un en mettant de côté son ego et de ne pas juger cette personne pour être capable de prendre les leçons que lui est en Mm. capacité de t'apporter. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, quand on parle avec quelqu'un, surtout quand il y a un aspect hiérarchique,
à tout de suite dénigrer un petit peu certaines de ses paroles en se disant c'est moi qui ai raison, c'est moi le chef. Et toi, j'ai l'impression que tu as cette capacité à pas du tout mettre ton ego en jeu et être capable d'écouter ces gens. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup plus de monde devrait essayer de faire, dont moi. Hein, je suis pas innocent là-dessus. Et en tout cas, c'est une super leçon que je pense qu'on peut retirer de tout ça. Et je te remercie d'avoir parlé de ça. Ouais. Ouais, écoute, pour finir sur ce sujet-là, moi, je pense que le meilleur des managers, Ouais. c'est celui qui arrive à faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent avec lui arrive à ses conclusions. C'est-à-dire, Ok. c'est pas leur dire quoi faire, mais c'est les amener sur un cheminement qui fait qu'elles comprennent d'elles-mêmes quoi faire. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est très simple de donner des ordres. C'est très simple. Souvent, la facilité, et je ne tire pas sur l'ambiance, hein, je comprends, quand on t'a de la pression, que tu veux aller vite, etc., et que tu sais qu'il faut faire ça, tu as envie de dire Mhm. au mec, non, écoute, fais juste ça, parce que voilà, parce que c'est Parce que c'est ce mieux qu'il et faut que ça faire. donnera les résultats. Mais sur la durée, le problème quand tu fais ça, c'est que tu seras amené à le répéter. Parce que D'accord. comme la personne n'aura pas fait son cheminement, D'accord. Elle a pas appris le cheminement non, intellectuel pour comprendre comment on passe du point A au point B parce que toi, tu lui as exactement, donné la solution. Ouais. Je comprends. exactement. Je Et comprends. donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que les gens se disent, je préfère faire ça parce que je vais gagner du temps, mais en fait, ils ont tort. Ils en perdront après. D'accord. Et Ouais. ça, alors là, je peux te dire, je l'ai Sur vu, le long revu, terme, c'est. revu, Ouais, toujours, ouais. D'accord. toujours, toujours. Et Eh ben, expliquer écoute. et arriver à prendre le temps, c'est vraiment, je pense, la meilleure des valeurs pour n'importe quel manager, mais plus largement pour n'importe quelle personne qui travaille avec d'autres personnes. Ouais, ou même dans un cadre familial ou quoi que ce soit. Tout à fait. Moi, je sais que j'ai 2 enfants. Mm. C'est quelque chose que je vais essayer de me souvenir, tu vois, et d'essayer d'appliquer pour voir un petit peu les retours. Et c'est pour ça que je fais ce podcast-là, tu vois, c'est pour essayer d'apprendre Mm. des choses de ces discussions, de ces rencontres, des choses que moi j'ai envie d'essayer d'appliquer dans ma vie. Et c'est pour ça que je le fais sous format de podcast, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses que tu nous as dites aujourd'hui, que les personnes qui écouteront auront envie d'intégrer. Et voilà, ce sera des choses qui répondront à une problématique qu'elles ont dans leur vie. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie de donner accès avec ce podcast à des personnes comme toi, qui sont inspirantes, qui ont des choses à dire et de qui on a des choses à apprendre. Et donc, bah, je te remercie pour ce moment. Je pense qu'on a appris Non, plein de mais choses merci à toi, grâce à Nico. toi. Du coup, pour te retrouver un petit peu les gens qui voudraient aller un petit peu plus loin avec toi, donc on mettra en lien tout ce qui est rapport à stratégie immobilière, la conférence gratuite pour apprendre les piliers et la stratégie pour faire de l'immobilier rentable et gagner sa vie, remplacer jusqu'à un salaire avec l'immobilier. On mettra la chaîne YouTube. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où toi tu dispenses des conseils ou où on peut te retrouver toi? Alors, on pourra me retrouver sur LinkedIn, hein, sur Marc LinkedIn. Schlumberger, ça Ok, on me retrouvera. On me retrouve sur Instagram sur Marc, donc c'est mark.mdb, d'accord. Ok, donc je le mettrai en lien. marc.mdb, Ok. voilà, qui sont les deux supports où on pourra, on peut totalement échanger avec grand plaisir, hein. Eh ben, écoute, c'est super. Je noterai tout ça. Tous ceux qui sont intéressés, dont moi, iront te suivre et iront écouter un petit peu tous tes conseils. Merci beaucoup, Marc. Je te libère. Merci pour tout ce que tu Mais nous as merci à toi, partagé. Nico. Et puis, je te dis à très Merci à vite toi. et au revoir à tout le monde. À Salut. très vite. Let's go. Salut. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.